là, pour ça, on vise d'être présent à la prochaine COP à Glasgow, en espérant qu'elle aura lieu correctement et qu'elle aura lieu en présentiel. Et le but sur place, c'est de faire un lobbying pour continuer de pousser nos sujets, qui sont la sensibilisation aux enjeux climatiques. À Glasgow, il y aura des négociations sur le climat. Il y a une des thématiques de ces négociations qui s'appelle Action for Climate Empowerment et qui porte sur notre sujet qui est la formation et la sensibilisation aux enjeux climatiques. Quand on évoque ce sujet aujourd'hui dans les négos climat, on a des gens qui viennent nous dire oui, on fait des choses, on explique l'environnement aux enfants dans les écoles. Voilà. Et nous, on y va, on va aller à Glasgow pour dire non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut expliquer le climat aux décideurs politiques et économiques. C'est pas juste une histoire d'apprendre à trier ses déchets dans les écoles avec les enfants. C'est surtout une histoire de mettre le sujet au bon niveau chez les décideurs. On a fait des fresques avec des députés, avec des hommes politiques et des femmes politiques. On sait que leur niveau de connaissance sur le sujet n'est pas encore suffisant pour pouvoir prendre des décisions correctement. Et notre combat, il est là. Il est d'amener cette connaissance partout. Donc je pense que tous ceux qui sont là ont déjà joué ou animé des fresques. Ça marche avec tous les publics. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir utiliser cet outil à la fois dans les écoles primaires et également avec des membres de COMEX de grandes entreprises, avec des députés, avec des hommes et des femmes politiques. Et c'est ça que l'on vise in fine. Le sujet de la table ronde qui vient, ça va justement être de discuter du rôle que peut avoir une association comme la nôtre, enfin du rôle que représente, que porte la sensibilisation dans le débat politique. On va recevoir Étienne Klein et Jean-Marc Jancovici, qui sont tous les deux, qui travaillent tous les deux sur ce sujet de la sensibilisation. Donc Jancovici, parce qu'il a depuis très longtemps fait de la vulgarisation, et je pense que la plupart d'entre nous ici, on est venus sur ce sujet grâce à lui, moi y compris. Étienne Klein, il est philosophe des sciences et il travaille sur la relation entre la science et la société, et c'est pile poil dans notre sujet, et c'est la raison pour laquelle on a voulu leur demander d'intervenir ce matin. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Juliette, que vous connaissez certainement tous, qui va animer ce premier débat. Juliette, c'est à toi. Merci à vous. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais accueillir Étienne Klein. Je voudrais dire que nous sommes super contents à l'association de pouvoir inaugurer ces 3 jours avec Étienne Klein et j'espère Jean-Marc Jancovici qui ne devrait pas tarder. Donc merci d'être là. En fait, moi je vais me mettre là, mais mettez-vous là en attendant que Jean-Marc arrive. Voilà. Donc on avait prévu que Étienne présente Jean-Marc et que Jean-Marc présente Étienne, mais ce n'est pas possible. Alors Étienne, présentez Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci pour l'invitation qui m'honore et qui me réjouit. Je connais vos activités qui m'impressionnent. Je ne suis pas climatologue, je tiens à le dire tout de suite. Alors, présenter Jean-Marc, je dirais d'abord que Jean-Marc, c'est quelqu'un qui n'est jamais en retard. En fait, il installe un suspense, ce qui est tout à fait différent. Et sinon, il est polytechnicien, donc respect. Il a fondé Carbone 4, je crois, avec Alain Grandjean. Avec Alain Grandjean en 2004, je crois. C'est quelqu'un qui est très engagé sur les questions qui vous intéressent, évidemment, qui est un grand pédagogue, passionné. Et c'est quelqu'un qui prend très très au sérieux l'anagramme du mot climato-sceptique. L'anagramme de climato-sceptique, c'est complice statique. Voilà. Et je trouve que ça... Bravo. C'est vous qui l'avez trouvé ? Non, c'est... Alors, je ne sais plus qui l'a trouvé, celle-là. Je crois que c'est Olivier Garcia. D'accord. Mais elle mérite d'être publiée, je crois.
Tout à fait. Et pour compléter la présentation de Jean-Marc, qui n'est toujours pas là, il est également président de l'association The Shift Project. Voilà. Alors, moi, je vais vous présenter à la place de Jean-Marc, alors certainement pas avec ces mots, mais Étienne Klein, donc vous dirigez le laboratoire du CEA, dans lequel on effectue des recherches dans le domaine de la philosophie, de la physique et de l'éthique appliquée. Et vous êtes également enseignant de philosophie des sciences à Centrale Supélec et membre de l'Académie des technologies. Tout y est. Et j'ajoute que vous êtes également auteur de très nombreux essais de vulgarisation. Et même si ce n'est pas vous qui l'avez créé, il y a un site internet en votre nom, voilà, qui a été créé par des étudiants. Oui, je ne l'ai pas créé. Ce sont certains de mes étudiants qui, dans leur cadre de projet de fin d'études, ont réalisé, sans m'en parler, un site qui porte mon nom, dans lequel il y a des extraits de livres, des commentaires, des articles de vulgarisation sur des questions de physique. Bon, très bien. Donc nous allons commencer par la première séquence. J'avais envie, moi, de m'attarder 2 minutes sur les difficultés propres au message, puisque la fresque du climat, son but est de faire comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Et il y a vraiment des difficultés propres à ce message, puisque sensibiliser sur le changement climatique, c'est s'adresser à la fois à notre tête pour comprendre les mécanismes, à notre cœur. Or, ça déclenche des émotions et souvent du déni, voire de l'évitement. Et au final, à nos jambes, puisque passer à l'action, c'est quand même le but final. Ma question, c'est en fait comment s'y prendre pour que tout s'enchaîne et qu'on ne reste pas bloqué à l'étape 1 et 2. C'est une très bonne question que je me pose, ce qui veut dire que je n'ai pas la réponse. Mais il se trouve que moi, j'ai presque toujours travaillé au CEA, et jamais en climatologie, mais alors que j'ai changé plusieurs fois de laboratoire, il se trouve que le laboratoire dans lequel je travaillais a toujours été à côté du laboratoire de climatologie. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Jean Jouzel dans les années 1980, et il m'a parlé des sujets qui vous occupent, et le message qu'il tenait à l'époque, qui était le même que celui que tenaient d'autres climatologues comme Jacques Duplessis par exemple, est exactement le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent à peu près la même chose depuis 40 ans. On les écoute plus aujourd'hui qu'à cette époque-là, mais c'est le même message. Et Jean Jouzel et ses collègues, à la machine à café, nous parlaient de ces sujets. Et donc, par contagion, en quelque sorte, on a acquis une certaine conscience de ces problèmes qui s'est évidemment renforcée à la lecture des rapports successifs du GIEC, etc. Mais en effet, c'est assez théorique et ça correspond à des phénomènes qu'on ne voit pas directement, même si, et c'est là que l'émotion intervient, moi j'ai découvert la haute montagne en 1978, et donc j'ai vu pour la première fois de ma vie la mer de glace à Chamonix et le glacier des Bossons en 1978. Depuis, j'y retourne chaque année. Et je sais exactement où est l'endroit où j'ai appris à chausser des crampons, au pied du glacier des Bossons, qui à l'époque léchait la route. Aujourd'hui, il est 400 mètres plus haut. La mer de glace, elle est plus bas. Elle s'est en quelque sorte effondrée dans la partie basse. Et ça provoque une émotion qui est une sorte de trauma. C'est une sorte de syndrome pré-traumatique. C'est-à-dire, on la regarde en voyant ce qu'elle va devenir. C'est ce qu'on appelle la solastalgie, d'accord ? C'est-à-dire une sorte de souffrance a priori qui vient du fait que nous savons que nos enfants ne verront pas le même paysage que nous. Et je pense que toute la difficulté que vous soulevez, ça vient du fait qu'il faut prendre conscience d'un problème qui n'a pas encore montré tous ses effets. Et c'est là qu'on peut établir une connexion avec la pandémie. Par exemple, à un moment, il faut décider de confiner les gens. Et le moment où on les confine est un moment où il n'y a pas tant de cas que ça. Mais on sait que la loi de l'exponentielle étant ce qu'elle est, ce nombre de cas va augmenter. Et donc il faut prendre une décision qui correspond à ce que nous savons qui va se passer si on ne prend pas la décision. Et il faut l'imposer à un moment où les
phénomènes sur lesquels on lutte n'ont pas encore l'importance qu'ils vont avoir. Et ça, je pense que c'est très difficile, ça demande une forme de courage quand même. Ça demande aussi une certaine confiance dans ce que disent les scientifiques. Et on peut établir comme ça des similitudes. Et s'agissant du climat, je pense qu'on a tendance aussi à développer ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. Conscience malheureuse, c'est quoi? C'est, dit-il, lorsque vous avez conscience d'un problème, vous connaissez la solution de ce problème, mais elle est tellement radicale et tellement difficile à imposer que vous la considérez comme impossible. Donc vous connaissez la solution, mais elle est impossible, donc ça vous met dans une conscience malheureuse qui vient du fait que vous vous sentez impuissant et vous êtes condamné, en fait, non pas à résoudre le problème, mais à vous adapter à ce qui va être. Et je pense que ça, pour nous, pour vous surtout, c'est extrêmement difficile, puisque, comme vous le savez, et comme le disent d'ailleurs les rapports du GIEC, pour les quelques décennies qui viennent, on est dans un régime balistique. C'est-à-dire que quoi que nous allons faire, quoi que nous fassions dans les années qui viennent, ça ne changera pas l'évolution du climat dans les années qui viennent. Et donc, prendre des mesures radicales sans qu'on puisse dire qu'elles ont un effet visible, ça demande une pédagogie d'abord, mais aussi un courage incroyable, qui sont nécessaires pour dépasser à la fois l'optimisme et le pessimisme, qui sont deux attitudes opposées qui conduisent finalement à la même attitude. Quand vous êtes optimiste, vous dites ça va s'arranger, les technologues vont nous sortir d'affaires, les scientifiques vont trouver une nouvelle force fondamentale, on fera de l'énergie autrement. Ça, c'est l'optimisme, qui consiste à attendre que ça s'arrange. Et puis le pessimisme, c'est foutu, donc il n'y a rien à faire. Et vous voyez à quelle vitesse on a remplacé l'expression lutte contre le changement climatique par l'expression adaptation. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant parce que... Mais on fait toujours rien pour s'adapter. Hein. Oui, mais ça interroge la notion de risque. Voilà, ce qu'on appelle un risque, il y a plusieurs définitions, mais en fait, on mesure la réalité d'un risque à l'aune de notre capacité à pouvoir le réduire. Autrement dit, nous disons qu'un risque est un risque si on peut imaginer des stratagèmes qui permettent de l'abaisser. Par exemple, quand vous voyez que, et là je remonte à 1976, quand il y avait 16 000 morts chaque année sur les routes françaises, les gens ne parlaient pas de risque, automobile. Les gens disaient on veut se déplacer librement, on veut pouvoir aller vite, il y a un prix à payer, très bien. Puis un jour, un député a dit à l'Assemblée vous voyez bien qu'on est en train de tuer la jeunesse de France. Et c'est à ce moment-là qu'une prise de conscience a permis qu'on prenne des mesures pour réduire ce risque. Rond-point, ceinture de sécurité, limitation de vitesse, etc. Mais quand vous n'imaginez plus de mesures capables de réduire le risque, ce risque n'est plus un risque, c'est une fatalité. Et donc je pense que le défi pour vous, c'est de montrer qu'alors même qu'il y a des déterminismes qui sont liés au changement climatique, les équations de la physique sont ce qu'elles sont, alors même qu'il y a des déterminismes, il y a encore des leviers d'action. Et donc, c'est une sorte de pédagogie extrêmement difficile. Il faut alerter sur la gravité de la situation et en même temps donner l'envie d'agir. Mais justement, vous parlez de risque. Est-ce qu'il y a encore un risque? Parce qu'un risque, c'est un aléa plus une vulnérabilité. Là, c'est plus tellement aléatoire, le changement climatique. Absolument, mais il y a quand même de l'incertitude qui vient du fait que ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas dire... J'avais bien dit qu'il n'était jamais en retard, mais il installe un suspense. C'est pas moi, c'est le RER. Ouais. Je peux te donner le message si tu veux. Rétablissement progressif du trafic après livraison en retard des travaux entre Massy-Palaiseau et les Baconnais. Voilà, je peux te dire. C'est recevable. Voilà, donc c'est pas recevable. Qu'est-ce que je disais? On parlait du risque. Oui, je disais, ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas savoir ce que nous allons faire, nous ne savons pas dire ce qui va se passer avec précision. Et je pense que une des grandes difficultés que vous devez traiter
traiter et surmonter, en fait. Et là encore, je prends un exemple venant du Covid. Parce que personnellement, en tant que vulgarisateur, je dois dire que j'ai pris une claque en voyant comment la science et la recherche ont été mises en scène pendant le Covid. Notamment cette confusion qui a été presque organisée entre la science et la recherche. Évidemment, la science et la recherche sont des choses qui ne sont pas étrangères l'une à l'autre, mais qui sont quand même différentes. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. On parle de vérité scientifique, ce n'est pas des vérités absolues, mais quand même, la Terre est ronde, l'atome existe, l'activité humaine a un effet sur le climat, les espèces vivantes évoluent. Voilà des connaissances que vous ne pouvez pas remettre en cause sans avoir des arguments extrêmement solides que peu de gens sont capables d'imaginer. Ça, c'est la science, qui a à voir plutôt avec la certitude qu'avec le doute. Mais évidemment, ce corpus de connaissances, il est incomplet. Donc il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour cela que nous faisons de la recherche. Par exemple, est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule? Personne n'en sait rien. Les physiciens ne le savent pas et personne d'autre que les physiciens ne le sait. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre? Personne ne le sait. Donc, on fait des recherches. Donc, vous voyez que le moteur de la recherche, c'est le doute. Et en même temps, c'est son combustible, puisqu'à mesure que la recherche progresse, le doute se déplace. On répond à une question, cette question pose de nouvelles questions, cette réponse, pardon, pose de nouvelles questions, et le doute associé va coloniser un autre champ. Mais donc, vous voyez, quand le doute, qui est consubstantiel à la recherche, vient coloniser l'idée même de science, et c'est ce qui se passe quand on confond la science et la recherche, alors on en arrive à ce raccourci horrible qui est la science, c'est le doute. Et non, les climatologues ne savent pas tout, et c'est pour ça qu'ils continuent à faire des recherches, mais ils savent des choses. Et la priorité, c'est de tenir compte de ce qui est su, et aussi de savoir ce qui n'est pas su. Ce qui suppose que... Alors, je ne sais pas si vous vous considérez comme des militants ou comme des pédagogues, mais je pense que les deux doivent aller ensemble. Si je peux terminer avant que Jean-Marc parle, une anecdote. Il y a un peu plus de... Avant la pandémie, vous vous souvenez, il y avait des grandes manifestations auxquelles peut-être vous participiez, des jeunes pour le climat. Bon. Et il y a une de ces manifestations qui est partie de Port-Royal, pas loin de chez moi, et je suis allé voir les jeunes gens qui étaient là, qui se préparaient à manifester, et je leur ai proposé, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour qu'on discute ensemble avant la mise en branle de la marche. Je leur paie un café s'ils acceptent de discuter avec moi. Il y a eu 10 volontaires. 4 élèves de terminale, 3 élèves de Sciences Po et 3 élèves étudiants en première année d'université. On a discuté pendant 1 heure. J'étais absolument ébahi par leur maturité intellectuelle et politique, leur conscience de la situation, de l'importance des enjeux. Et ils avaient donc une conscience, si vous voulez, bien supérieure à celle que pouvaient avoir les jeunes de ma génération quand on avait leur âge. Donc j'étais impressionné. Mais à la fin, je leur ai demandé, les amis, c'est quoi l'effet de serre? C'est quoi l'effet de serre? C'est quoi le mécanisme physique qu'on appelle l'effet de serre? Et aucun n'a su répondre. Ce qui n'est pas grave du tout, ils sont jeunes, ils ont la vie pour apprendre. Mais vous voyez qu'il y a un moment où la compétence doit se corréler à la militance. Ou plutôt, la militance doit se corréler à la compétence. Sinon, on peut vous retourner comme des crêpes. Et d'ailleurs, moi, j'avais fait semblant de leur... j'avais fait croire... J'avais rien fait croire, mais je leur avais sorti des arguments des climato-sceptiques. Et ils n'étaient pas capables de trouver la parade. Par exemple, dire mais le CO2, qu'est-ce qu'on...
il y a des volcans, il y a des éruptions, ça met du CO2 naturel dans l'atmosphère. En rajouter un peu, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis je leur ai dit, les températures, on les mesure en degrés Celsius, mais si on les mesurait en Kelvin, passer à la fin du siècle de 15 degrés de température moyenne à 16 degrés, si on mesure en Kelvin, c'est une variation de moins d'1%, on s'en fiche. J'aurais pu les balader, c'est ça que je veux dire. Ça s'est terminé en leur conseillant de faire une fresque du climat. Exactement. Non mais ça dit exactement l'importance de votre nécessité. Merci Étienne Klein. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Jean-Marc, je vais vous reposer la question du début que j'ai posée à Étienne. Les difficultés... Elle est très désagréable. Hein. Bon, je sais que j'étais en retard. Mais j'ai rien dit. Les difficultés propres au message. Donc je répète très rapidement, sensibiliser sur le changement climatique, ça s'adresse à la fois à notre tête, puisqu'il faut faire comprendre les mécanismes du changement climatique, à notre cœur, et c'est compliqué puisque ça provoque, c'est assez anxiogène et donc ça peut provoquer de l'évitement ou du déni, et enfin à nos jambes, et ça c'est au final, c'est le but, c'est de faire passer les gens à l'action. Or, on constate souvent qu'on s'arrête, ça bloque à la première ou à la deuxième étape. Comment faire pour parvenir à la troisième étape? Qui est? Passer à l'action. La rédemption. Si j'avais la réponse, je serais un homme heureux. Alors d'abord, je vais dire que je suis très impressionné par ce qu'est devenu la fresque du climat en quelques années. Parce que c'est né, il y a 4 ans, 5 ans 6 ans? Ça dépend de quoi on parle. Oui, d'accord. Enfin bon, c'est un mouvement qui est très jeune. Et je suis très impressionné par la vitesse à laquelle ça s'est développé, donc bravo. La réponse à ça, je pense qu'on a eu un petit aperçu dans ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat. J'ai pas la réponse à cette question de façon exhaustive, mais enfin j'ai au moins quelques conditions du succès qui me paraissent importantes. La première, c'est que je rejoins tout à fait ce que vient de dire Étienne. Il y a une maxime qu'on cite souvent qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors j'ai envie de paraphraser ce que vient de dire Étienne en disant « militantisme sans compréhension, c'est la porte ouverte à tous les dangers ». Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi j'ai vécu, je ne me rappelle plus sur quoi, mais j'avais vécu une expérience similaire il n'y a pas très longtemps. Je discutais avec quelques dizaines de personnes, je ne sais plus où, lors d'une conférence, et puis ils avaient tous un avis sur un document. Je leur ai demandé qui l'avait lu et pas une main s'est levée. Bon. Donc je pense qu'effectivement il y a une première condition du succès qui est de bien comprendre, même si c'est un peu désagréable. Mais c'est moins désagréable quand on le fait ensemble. Donc il y a un truc que la Convention citoyenne a bien montré, c'est que être plusieurs, avoir un collectif, quand on apprend quelque chose de désagréable, ça lève une partie de l'angoisse par rapport au fait d'apprendre seul. Donc c'est aussi, je pense, un des facteurs explicatifs du succès de la fresque, c'est que c'est un apprentissage collectif. C'est-à-dire qu'en fait, les gens apprennent. En plus, ils apprennent en cherchant. Et quand on cherche, c'est le jeu de piste, c'est les trucs de scouts, etc. C'est toujours plus rigolo que quand on est passif sur un siège, même quand on est plusieurs dans une classe, à apprendre. Donc il y a un côté, j'ai envie de dire, il y a des techniques pédagogiques qui font que la compréhension peut passer plus ou moins facilement. Et ensuite, le deuxième truc que j'ai retenu, alors je ne suis pas là en train de dire les 150 propositions ou les 140, je ne sais plus, de la Convention étaient toutes bonnes à prendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les gens réfléchissent ensemble et se mettent ensemble à se demander comment on fait pour avancer, c'est plus facile pour eux que quand chacun réfléchit dans son coin. Donc il y a un côté collectif dans le fait de se demander ce qu'on est capable de faire qui renforce, à mon avis, la détermination. Parce qu'une partie des propositions qui étaient faites étaient des propositions qui étaient restrictives, y compris pour les gens qui ont fait les propositions. Et que très probablement, ils n'auraient jamais faites, seuls dans leur coin, avant cet exercice. On le constate également avec une espèce de jeu autour de l'empreinte carbone que Carbone 4 a lancé il y a 1 an et demi, qui s'appelle MyCO2, et du reste qu'on fait souvent en tandem avec la fresque. On s'est rendu compte que de faire ce genre de truc en groupe,
dans des réunions Tupperware, en gros, ça a changé la dynamique par rapport à le faire de son côté, tout seul dans son coin, derrière un écran chez soi, puisque des calculateurs d'empreinte carbone, ça existe depuis très longtemps. Et en fait, quand les gens le font seuls dans leur coin, en fait, je pense que s'ils passent à l'action après avoir fait ce genre de truc, c'est qu'ils viennent juste se conforter avec le calculateur sur le fait qu'ils avaient raison de vouloir passer à l'action. Je ne suis pas sûr que ça marche dans l'autre sens. Alors que quand ils font ce genre d'exercice de manière collective, c'est plus facile. Donc je pense que l'un des déterminants du passage à l'action est dans la forme beaucoup plus que dans le fond. C'est dans le fait de faire des groupes. On le voit bien aussi avec l'action locale. C'est plus facile de faire quelque chose d'utile localement. N'importe quoi, changer le régime alimentaire dans une cantine, n'importe quoi, organiser du covoiturage. C'est plus facile de le faire quand il y a un groupe de gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble, plutôt que quand on le fait seul. Donc le passage à l'action, il tient pour moi, pour partie, à la forme dans laquelle on va loger l'action, et quelque chose qui est intermédiaire entre tout seul, où on n'a pas envie, et trop de monde, où c'est trop compliqué. Donc les grands plans venant du haut se heurtent à cette limite. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires. Une planification d'ensemble, je suis le premier à y souscrire, mais ça ne peut pas être suffisant. Et en particulier, c'est jamais ça qui déclenchera l'action. On le voit bien, que ce soit dans le monde de la société civile, dans le monde économique, etc. En général, l'action, quand elle se déclenche, elle est toujours à une étape intermédiaire entre l'individu seul et trop de monde, où ça devient trop compliqué de faire des choses. Très bien, merci. Donc, en fait, c'est la démonstration que la fresque du climat, avec son aspect collectif, est vraiment un bon moyen de sensibiliser. Oui, si je reformule, en gros, il faut une initiative. Il y a souvent une initiative dans une action. Donc il y a une initiative qui va avec une capacité pédagogique de la personne qui porte l'initiative et un groupe qui n'est pas trop nombreux en face pour recevoir l'initiative et embrayer dessus. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors justement, sur la capacité pédagogique de l'animateur ou de l'animatrice, on est souvent confronté à un biais cognitif qu'on appelle de surconfiance, et je me tourne vers Étienne là-dessus. Sur cette question, on peut rencontrer des interlocuteurs, enfin des participants qui pensent déjà tout savoir. Vous avez donné un nom à ce biais cognitif, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Ah non, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot qui était surtout utilisé en anglais et dans un petit livre que j'ai publié au mois de juillet de l'année dernière, en voyant justement cette mise en scène de la science et la recherche qui m'a traumatisé. Je l'ai écrit dans le texte en le définissant, ce mot un peu pédant, c'est l'ultra-crépidarianisme. Alors c'est une histoire de cordonnier. Oui, c'est une histoire de cordonnier, c'est une histoire qui est racontée par Pline l'Ancien. Et un jour, il est allé voir un grand peintre de l'époque qui s'appelait Apelle, et il s'est fait accompagner par son cordonnier. Et le cordonnier a vu qu'un des grands tableaux d'Apelle représentant des personnages, ces personnages avaient des sandales qui étaient mal représentées, mal peintes, pas conformes à ce que sont les sandales dans la réalité. Donc le cordonnier s'est permis de dire à Apelle, les sandales là, ça va pas. Et Apelle a corrigé. En direct, il a corrigé le tableau pour que les sandales soient telles que le cordonnier avait dit qu'elles devaient être. Et ça a beaucoup flatté le cordonnier, qui du coup s'est enhardi et a critiqué aussi la façon de peindre les toges. Et là, Apelle a dit au cordonnier, calmos, la compétence du cordonnier s'arrête à la sandale. Ce qui donne en latin sutor ne supra crepidam. Donc l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler au-delà de ses compétences. Ce qui est une très bonne chose dans la vie publique. Enfin, je pense que le lien social, la vie démocratique, elle exige que chacun d'entre nous pratique l'ultra-crépidarianisme. Quand vous allez au café avec vos amis, vous parlez de tout, y compris de sujets pour lesquels vous n'avez pas un doctorat. Donc la vie de la cité suppose qu'on parle, qu'on se sente autorisé à parler de tout. Sauf qu'il y a des situations, notamment scientifiques, où il y en a qui savent plus que d'autres. Et puis il y a aussi des situations plus intéressantes où personne ne sait. Personne ne sait. Et à ce moment-là, la bonne attitude, c'est l'humilité. Or, parfois, quand personne ne sait, les gens arrogants
font croire qu'ils savent. C'est par exemple ces tweets qu'on voyait au début de la pandémie, je ne suis pas médecin, mais je pense que... Donc vous avouez votre incompétence de médecin, ce qui est honnête, et après vous délivrez une ordonnance. C'est louche. Voilà. Mais alors justement... Oui, excusez-moi, il y a une chose qui est pire que l'ultracrépianisme. C'est encore un nom un peu pédant, c'est ce qu'on appelle l'ipsédixitisme. L'excès de l'ipsédixitisme. Alors ça, c'est du latin, c'est ipsédixit, le maître l'a dit. Le maître l'a dit, donc comme il a raison, c'est le maître, je n'exerce plus mon esprit critique. Dans sa forme dégradée, ça donne l'effet gourou. L'effet gourou. Et vous choisissez la personne qui fait autorité pour vous, et puis tout ce qu'elle dit, vous le buvez comme une parole d'évangile, sans jamais voir si ce qui est dit là est vrai ou pas. Et on a vu, c'est un parallèle encore possible entre le Covid et le climat. En France, on a eu notre petit gourou. Voilà. Et puis, pour ce qui est du climato-scepticisme, on a eu aussi nos petits gourous. Voilà. On n'y comprend rien, nous, mais ils disent que le changement climatique n'est pas dû à l'activité humaine. On les croit. Leurs arguments... Oui. Et dans les deux cas, les arguments sont des arguments de bon sens. Comment faire ? En fait, on demande à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. On fait un sondage le 5 avril 2020 pour savoir si tel médicament est efficace contre le coronavirus. On demande aux gens, est-ce que ce médicament est efficace ? On ne leur demande même pas, est-ce que vous pensez qu'il est efficace ? On leur demande de dire s'il est efficace. À une époque où personne ne connaît la réponse, puisque pour le savoir, il faut des études statistiques que personne n'a eu le temps de faire. Eh bien, 80% des gens ont répondu oui ou non à cette question. Et donc la question, c'est la vôtre, c'est d'où vient notre promptitude à nous déclarer experts à propos de questions dont personne ne connaît la réponse. Et surtout, comment lutter en tant qu'animateur ou animatrice de la fresque du climat comment contourner cet obstacle quand on est face à des gens qui croient déjà tout savoir. Jean-Marc, est-ce que vous avez des astuces ? C'est un travers qui, pour moi, est un travers normal, parce que ça représente un gain de temps dans l'envie de comprendre ce qui nous entoure. Dans un des bouquins de Sébastien Boller, sur lequel moi j'ai rien à dire, sur la partie purement neurologique, j'ai envie de dire, savoir si ça vient d'ici ou de là, ou je sais pas quoi dans la cervelle, m'intéresse qu'à moitié. Par contre, il a souligné qu'il y avait un facteur qui était important chez nous, qui était d'accumuler de l'information, parce que c'était quelque chose qui renvoyait à une époque où avoir plus d'informations sur l'environnement était un facteur de survie. Comprendre si ce qui venait de passer, c'était un tigre à dents de sabre ou une libellule, c'était quand même effectivement important pour faire la différence sur son propre destin. Et donc, comme on est des animaux accumulatifs sur l'information, tout ce qui nous permet de gagner de l'information plus rapidement est un truc qui, en général, est confortable pour nous, etc. Et le processus qui vient d'être décrit est un processus qui, au fond, est un processus de gain de temps. C'est-à-dire ne pas réfléchir et prendre pour argent comptant ce qui a été dit par quelqu'un d'autre. La motivation intrinsèque de ce truc-là, c'est qu'on pense gagner du temps. On se dit, il y a quelqu'un d'autre qui a réfléchi pour moi, etc. Et donc, la bonne question, c'est pas tellement de lutter contre ça. Enfin, si, il faut un peu lutter contre ça. Il faut surtout, à mon avis, apprendre aux gens des règles de processus pour qu'ils comprennent à qui ils peuvent faire confiance sur quoi. Faire confiance à mon charcutier sur la façon de faire du fromage de tête, c'est pas lui faire confiance sur la façon de guérir le Covid. Bon. Donc, tout le monde a un domaine de compétences. Tout le monde, c'est la question tout à l'heure des toges et des sandales, tout le monde n'est pas compétent sur tout. Et en fait, la question qui est importante, et je pense que la fresque du climat peut servir à ça, c'est faire comprendre les règles de processus qui permettent d'accorder sa confiance à quelqu'un sur un sujet et de comprendre que ça doit se limiter à ce sujet et que sur d'autres, et en gros comprendre rapidement comment est-ce qu'on fixe une limite entre ce sur quoi la personne est compétente et ce sur quoi elle n'est pas compétente. Par exemple, dans le domaine du changement climatique, il y a un truc que font tous les journalistes parce qu'ils manquent de temps et une fois qu'ils ont quelqu'un sous la main, ils vont lui faire la totale, c'est passer de la définition du problème à ce qu'il faut faire pour régler le problème.
Bon, il se trouve que c'est juste pas les mêmes. Donc, quand on demande à Hervé Le Treut ou Jean Jouzel de définir le problème, ils font partie des gens compétents pour ça. Si on leur demande s'il faut faire plutôt des éoliennes ou limiter la taille des voitures, c'est pas du tout leur domaine de compétence. Sauf que journaliste qui passe par là, il se dit bon, moi j'en tiens un. Et ce qui intéresse mes auditeurs, c'est d'avoir le bouquin du début à la fin, introduction, développement, conclusion. Donc, paf. Bon. Et c'est difficile à ce moment-là de dire je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est difficile. Et donc c'est vraiment ça pour moi qui est important. Donc dans la fresque du climat, alors ça par contre je ne suis pas sûr de l'avoir vu aujourd'hui dans les messages qui passent autour. Quand moi j'ai fait le jeu, je ne l'ai pas vu passer, mais je pense que ce n'est pas très compliqué de le rajouter. Et de faire comprendre qu'il y a une règle de processus. Alors moi par exemple, ma réponse aux climato-sceptiques, elle est avec une règle de processus. Je commence toujours par donner la règle de processus avant de donner la réponse sur le fond. Les revues scientifiques avec comité. Exactement. Donc la règle de processus, c'est la réfutation par les pairs. Tout argument qui n'a pas passé ce premier filtre, c'est même pas la peine de regarder derrière. Bon. C'est pas une vérité absolue. Il y a des trucs réfutés par les pairs qui peuvent être des conneries. Et il y a d'autres domaines que la physique et la biologie où la réfutation par les pairs n'est absolument pas une garantie. Je veux parler de l'économie, par exemple. Bon, c'est pas parce qu'un modèle avec un seul consommateur, un seul produit et des fonctions d'utilité a été réfuté par les pairs qu'il raconte des trucs intelligents. Donc ce n'est pas une règle absolue, mais c'est quand même un premier filtre qui est une nécessité. Bon. Il se trouve, moi c'est un truc que je dis souvent, que dans le domaine des sciences du climat, je n'ai jamais vu un argument climato-sceptique, je dis bien pas un, qui ait passé la rampe de la publication dans une revue à comité de lecture et qui n'ait pas été réfuté par le même canal. Dit autrement, il n'y en a pas un. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas un. S'il y a des gens joueurs, je vais bien prendre les paris à la sortie de la salle, vous n'en trouverez pas un. Donc cette règle de processus est quelque chose qui va aider les gens et ça va rester cohérent avec leur souhait de gagner du temps dans l'acquisition de l'information parce que c'est une règle rapide à appliquer. Je veux dire, savoir si ça a été publié ou pas publié, c'est assez rapide à appliquer comme règle. Et quelque part, c'est même parfois plus rapide à appliquer comme règle que de rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que dans le passé la température a pu précéder le CO2 et maintenant c'est l'inverse. Donner l'explication de ce truc-là, c'est plus long que de donner juste la règle de processus. Donc, la voie de contournement à cet effet, quelqu'un qui a dit un truc qui me paraît frapper au coin du bon sens, du coup, tout ce qui suit derrière, je vais le prendre dans le même paquet, c'est la règle de processus. Et je le redis, une même personne peut très bien, dans un domaine, dire des choses sensées, et puis ensuite, dans un autre domaine, dire absolument n'importe quoi, parce qu'elle va déborder de sa règle de processus et elle peut même le faire alors même que ce n'était pas son intention. Je redis, quelqu'un qui ne sait pas dire non à un journaliste qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire et qui n'a pas le courage de lui dire à ce moment-là bah, écoutez, je suis désolé, c'est pas mon rayon, peut très bien se laisser entraîner dans des choses qui sont approximatives, fausses, etc. Non étudiées, non vérifiées, enfin voilà, ça va très vite. Voilà, donc là, je réinsiste une troisième fois, mais pour moi, vraiment, c'est ça qui fait la compétence de quelqu'un. Et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on peut être vulgarisateur sans être chercheur. On peut être vulgarisateur, à ce moment, il suffit de vulgariser ce qui a passé cette règle de processus, et à ce moment, normalement, on limite la quantité d'âneries qu'on raconte. Enfin, en tout cas, dans la définition scientifique du dossier climatique. Dans ce qu'il faut faire, ça relève de processus qui sont tout autres. Donc là, si on a l'occasion, je pourrais éventuellement parler de ce qui se passe au Shift Project, mais sur la partie juste compréhension et des faits, je pense que c'est vraiment cette règle qu'il faut avoir en tête. Ok. Il y a un autre biais qui intéresse aussi les fresqueurs, qui est un peu l'inverse, qui est que quand on est devenu expert ou vulgarisateur, on peut avoir tendance à surestimer le niveau des autres. Est-ce que vous avez vous-même déjà rencontré ce problème ? Parce que finalement, on peut rapidement perdre son auditoire au bout de 2 phrases. Et puis, Cédric raconte souvent que quand il a commencé à faire... Je ne sais pas où il est. Voilà, que quand il a commencé à faire la fresque du climat, il parlait à son entourage des gaz à effet de serre, c'est ça Cédric ? Et en fait, il s'est aperçu que personne ne savait ce que c'était, quoi. Oui, c'est une sorte d'effet, je pense que c'est un effet Dunning-Kruger inversé, c'est-à-dire que voilà. L'effet Dunning-Kruger, c'est pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent.
Donc au début, on a confiance, on est arrogant, puis à mesure qu'on travaille, on découvre que le problème est plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. On baisse en arrogance, alors même qu'on croit en compétence. Et quand on est vulgarisateur, souvent c'est par passion. Donc on est passionné par certaines questions, l'interprétation de la physique quantique, la question de la flèche du temps en physique statistique, etc. Et comme on est passionné, on pense que tout le monde est passionné. Et on découvre en effet que non, et que ces connaissances qui sont le résultat d'une passion ne sont pas du tout partagées. Et c'est un équilibre difficile à trouver, parce que si vous prenez les choses à un niveau trop élémentaire, vous pouvez donner l'impression au public que vous l'infantilisez. Voilà. Et si vous prenez à un niveau trop haut, il aura l'impression d'être finalement exclu du champ de votre discours. Donc c'est assez difficile. Et c'est un vrai piège, parce que quand on fait la fresque du climat, certains animateurs et animatrices demandent avant aux participants d'essayer d'évaluer leur niveau pour savoir à quel niveau eux-mêmes ils vont se mettre. Et souvent, moi j'ai souvent eu l'expérience de gens qui disent ne rien savoir et qui en fait sont déjà les plus compétents du groupe, et des gens qui se donnent 8 ou 9 en connaissances climatiques, qui en fait ne savent quasiment rien. Donc, ça démontre une chose, c'est que en fait l'ignorance, c'est la grande affaire des savants. C'est-à-dire, savoir qu'on ignore, c'est savoir déjà tout ce qu'on n'ignore pas. Donc l'ignorance, c'est l'affaire des savants et non pas des ignares, parce qu'un ignare ne sait même pas qu'il ignore. Et en fait, croire savoir, c'est plus dangereux qu'ignorer. Et donc, pour revenir d'ailleurs sur ce que disait à l'instant Jean-Marc, avec lequel je suis pleinement d'accord, normalement, quand un scientifique parle, il devrait toujours dire « nous savons que ». C'est pas lui qui sait, c'est l'ensemble des gens qui ont discuté des mêmes questions, qui se sont parfois disputés, mais à la fin, si les choses se sont bien passées, ils parviennent ensemble à faire parler un bout du réel, et ils sont d'accord sur ce qu'il faut dire. Donc ils disent « nous savons que ». Et ensuite, ils pourraient ajouter « et nous nous demandons si ». Vous voyez que cette phrase, en deux parties, sépare la science de la recherche. Nous savons que c'est la science, nous nous demandons si c'est la recherche. Simplement, quand vous êtes à la télévision, en réponse à une question d'un journaliste, vous répondez « je ne sais pas ». Ou mieux, « nous ne savons pas ». Nous ne savons pas. Une partie de l'opinion va considérer que vous êtes un mauvais chercheur. Parce qu'un mauvais chercheur, c'est quelqu'un qui répond à toutes les questions. Un bon chercheur, pardon, c'est quelqu'un qui répond à toutes les questions, c'est un savant. Et du coup, vous serez médiatiquement détrôné par des gens qui ne disent jamais « je ne sais pas ». Et donc, je pense qu'il faut apprendre à parler d'une façon qui fasse la part des choses, ce qui est su collectivement et ce qui n'est pas su. Sinon, on crée de la confusion, et cette confusion est, à mon avis, le plus grand ennemi de la pédagogie. J'ajoute juste une chose, si je peux me permettre. Je suis tombé par hasard sur un texte de Thomas Hobbes, qui s'appelle le Léviathan, que vous connaissez. Il dit un truc qui était donc vrai à l'époque, puisqu'il le dit, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui. Il dit en gros que notre passion est sélective. Par exemple, il y a des vérités qu'on ne conteste pas, soit parce qu'on les ignore, soit parce qu'elles nous sont indifférentes. Et il parle des vérités de la géométrie. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça gêne personne. Ça ne menace les intérêts de personne. Ça ne contrecarre les ambitions de personne. Donc ce sont des vérités qui ne sont pas contestées. Mais il dit, si ces théorèmes de géométrie nous dérangeaient, ou dérangeaient le pouvoir de quelques-uns, on organiserait des bûchers des livres de géométrie. Eh ben ça, c'est l'affaire du climat. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a des vérités de science qui sont contestées par personne. Quand on a découvert le boson de Higgs en 2012, ou bien les ondes gravitationnelles en 2016, est-ce que vous avez vu des livres en librairie intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs » Ma vérité sur les ondes gravitationnelles. Non, personne n'a écrit ça.
Parce qu'en fait, le boson de Higgs, on s'en fout. Les ondes gravitationnelles, on s'en fout. Mais quand les thèses climatiques, enfin des climatologues, sont devenues difficiles à contester, donc très dérangeantes, on a vu des livres Ma vérité sur la planète. Autrement dit, nous ne contestons que les vérités scientifiques qui nous dérangent. C'est-à-dire qui nous obligent à changer nos modes de vie, à réfléchir à notre situation, à tenir compte des leçons du passé visibles dans le présent pour modifier notre vision du futur, etc. Et ça, c'est un exercice très difficile qui, du coup, provoque des résistances qui sont pour vous des obstacles. Merci. Jean-Marc voulait dire quelque chose là-dessus pour rebondir sur... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « je ne sais pas », Jean-Marc? Oui, bien sûr. Pas assez souvent du reste, mais à mon avis, oui. Oui, bien sûr. Sur la question du biais de confiance sur on a affaire qu'à des gens qui savent, il y a une petite astuce qui consiste à essayer de parler à plein de gens qui ne nous ressemblent pas, parce que ça nous ramène sur Terre. Parler à l'occasion, j'en sais rien, moi, aux commerçants du marché, aux chauffeurs de bus, à l'employé de la gare, enfin, je veux dire, à des gens qu'on... Voilà. Parce que c'est un très bon exercice salutaire. Voilà, il faut éviter le communautarisme, ne fréquenter que des gens qui nous ressemblent. Ça, c'est un travers pas toujours facile à éviter, dans lequel je tombe moi-même de temps en temps. Mais voilà, comme j'ai quelques cheveux blancs, maintenant je sais qu'il faut éviter de faire ce genre de trucs. Et il ne faut jamais hésiter à dire je ne sais pas, même si je suis d'accord avec ce qu'a dit Étienne sur le fait que de temps en temps, face à un journaliste, alors que ce soit dérangeant, c'est dérangeant face au journaliste parce que ça lui fait perdre du temps, parce que du coup il a besoin de 2 personnes au lieu d'une. Je ne suis pas complètement convaincu que face à l'audience ce soit si dérangeant que ça, parce que tous les gens qui écoutent se sont retrouvés eux-mêmes dans une situation où un jour ils ont dû, à défaut de le dire, au moins se dire qu'ils ne savaient pas. Donc dire je ne sais pas, voilà, où est-ce que tu as mis les clés, je ne sais pas. Tous de temps en temps on a dû dire. Tu as mis les clés du climat. Ouais, tu as mis les clés. Voilà. Donc tous on a dû dire un jour je ne sais pas. Donc en tout cas moi ça me pose strictement aucun problème de dire je ne sais pas. Et on peut en profiter à l'occasion pour expliquer pourquoi on ne sait pas. Et à ce moment ça renforce souvent la crédibilité sur ce qu'on dit savoir. Tout à fait, oui. Et justement, Jean-Marc, quand vous vous adressez hors du cercle des gens qu'on côtoie habituellement, les exemples que vous avez donnés, est-ce que vous avez déjà eu des réactions qui vous ont déstabilisé? Les réactions, oui. Alors, je vais vous donner une anecdote en matière de je sais, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas qui c'est parce que c'est vraiment salaud. Mais, il y a quelques mois, j'ai discuté avec un des ministres du gouvernement actuel. Qui ne savait pas, enfin exactement, qui croyait que la baisse des émissions de gaz à effet de serre d'un pays modifiait le climat du pays en question. Oh non. C'est pas très loin de Sarkozy et de son climat et le trou dans la couche d'ozone. On n'est pas très très loin. Voilà. Et alors Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a des tas de gens avec lesquels on peut discuter et on est ramené sur Terre en ce qui concerne... Non mais c'est un cas intéressant parce que c'est un ministre, donc il ne faut pas le vexer. Mais il faut quand même... Ah là, en l'occurrence, c'était juste pas mon sujet. Je ne dis pas qui c'est en public parce que je pense que ça serait contre-productif, parce que braquer quelqu'un, c'est toujours contre-productif. Je ne cherche pas à savoir qui c'est, je cherche à savoir ce que vous avez fait. Rien. J'ai pris note. Et je lui ai dit très calmement, c'est pas le cas. Je lui ai dit très calmement que comme l'atmosphère se brassait en 1 à 2 ans et que le temps de résidence d'un surplus de CO2 dans l'air, c'était des milliers d'années, que non, c'était pas comme ça que ça marchait. Mais il faut pas perdre son calme, et il faut pas, etc. Donc quelque part, il a eu le courage de me faire une confidence, même s'il ne l'a pas voulu, sur quelque chose qui est quand même un point important dans la définition du problème.
Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a un sondage qui est paru aux États-Unis il y a quelques mois où on avait posé la question à la population. Alors, on a beau dire que les Américains sont des abrutis et les Français des gens très intelligents. Je pense qu'en France, on ne serait pas loin du même résultat. On avait demandé aux Américains quel était le temps de retour à la normale après arrêt des émissions dans 2 cas de figure qui étaient CO2 et particules fines. Et les sondés ont donné la même réponse dans les 2 cas de figure, c'est-à-dire de l'ordre du siècle. Bon. J'étais donc du coup beaucoup plus près de la vérité pour le CO2 que pour les particules fines, puisque les particules fines, si on arrête d'émettre demain matin, je dis bien la totalité des particules fines dans le monde, bah, on attend quelques semaines, quelques mois, et c'est comme si on n'avait jamais rien fait. Alors qu'en ce qui concerne le CO2, c'est pas exactement voilà. Donc je pense que c'est très fréquent. Donc Donc j'en reviens à la question qui est: est-ce que ça m'est arrivé d'être déstabilisé? Oui. Mais je suis plus déstabilisé par les intentions que par les lacunes dans la compréhension du problème. Parce que je sais très bien que la compréhension du problème, c'est compliqué, que ça renvoie à des notions que certains n'ont jamais vues pendant leur cours. Il y a plein de gens qui sortent du système éducatif sans savoir ce que c'est que le rayonnement infrarouge. Donc ils ont entendu éventuellement parler, parce qu'on leur a parlé à la télé des caméras infrarouges, ils ont bien vu qu'on voyait les gens la nuit avec ça, mais enfin ils ne savent toujours pas ce que c'est qu'un rayonnement infrarouge. Donc ça, mais ça à la limite, à force de pédagogie, et surtout quand on est en face de gens qu'on arrive à intéresser, c'est-à-dire qu'on arrive à exciter leur curiosité, on finit par y arriver. Ce qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus déstabilisant, c'est quand les gens, une fois qu'ils ont compris le problème, tombent dans une espèce de désarroi, de constat d'impuissance, de neurasthénie, quelquefois d'agressivité, enfin, etc. Donc en gros, c'est la réaction à la compréhension du problème qui oscille entre on est tous foutus, c'est de la faute de ces abrutis, je vais leur couper la tête, etc. Et ça peut provoquer des situations déstabilisantes, parce que là, on n'est plus dans la position de la personne qui fait passer une connaissance, on est dans la position du psy qui doit canaliser des émotions. Ça n'a strictement rien à voir en termes de posture, ça n'a strictement rien à voir en termes de compétences, je ne suis pas du tout sûr de les avoir. Et donc ça peut être une situation qui est beaucoup plus déstabilisante que la situation dans laquelle on doit, entre guillemets, se battre sur des sujets de compréhension du problème, qui sont pour moi des sujets en fait beaucoup plus faciles que les sujets de gestion des émotions, parce que ça renvoie à des situations personnelles qu'on ne connaît pas toujours. Enfin voilà, c'est toujours qu'on ne connaît jamais en fait. D'ailleurs, c'est un peu la bascule dans la fresque du climat quand on passe des cartes au débrief. Et je vais finir avec une remarque. C'est une des raisons pour lesquelles, très égoïstement, je fuis les audiences de cheveux blancs et je préfère de très loin les audiences de jeunes. Parce que la canalisation des émotions chez les jeunes est beaucoup plus facile à faire, parce que c'est des gens qui pensent encore qu'ils peuvent changer les choses, c'est quand même agréable. C'est des gens qui peuvent encore quelque chose, ce qui est aussi plus agréable. C'est des gens qui sont moins prisonniers de leur rente. Tout à l'heure, on parlait En fait, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Tous les climato-sceptiques, c'est des gens qui, quelque part, comprennent qu'ils vont perdre une rente si on accepte que le problème soit réel. Une rente de réputation, une rente économique, une rente de confort moral, n'importe laquelle. Mais ils ont tous une rente à perdre. Et c'est pour ça qu'en fait, ils sont climato-sceptiques. Et voilà, donc c'est clair que c'est le sujet qui, pour moi, est vraiment déstabilisant dans cette affaire, c'est la gestion des émotions. Merci. Je voudrais qu'on passe à une autre séquence, qui sont les vecteurs du message. On a parlé de ce ministre qui visiblement n'était pas encore tout à fait à la hauteur. Les vecteurs de la sensibilisation, enseignement, médias, associations, scientifiques, ont-ils tous un rôle à jouer, ceux que je viens de citer, et finalement, lesquels prioriser? Enseignement, médias, associations, scientifiques. Étienne. C'est son tour. C'est mon tour, mais c'est pas ma compétence. Ce qu'a dit Jean-Marc est important, c'est-à-dire que la bonne pédagogie, c'est celle qui s'est confrontée à toutes sortes de publics. Enfin, moi, j'ai jamais autant appris en matière de pédagogie, expérience pédagogique, qu'en allant donner des cours en prison. Parce qu'en prison, vous avez affaire à des populations qui sont, contrairement à ce qu'on pense, extrêmement hétérogènes. Il y a des gens très cultivés, d'autres pas du tout. Il y a des illettrés. Et en trouvant le moyen de parler à ces gens très différents, on apprend à utiliser quelques ressorts qui ne sont pas du tout ceux qu'on utilise quand on donne un cours à des étudiants, par exemple.
Et donc, moi, je dirais que quand vous vous adressez en tant que vulgarisateur à un public, vous savez jamais très bien qui va vous lire et qui vous avez percuté. Et donc, définir le public comme étant un ensemble de cibles disparates auxquelles chaque discours devrait s'adapter plus ou moins, ça me semble être une démarche pas très... Donc, je vous donne une anecdote. Il y a quelques années, il y avait une émission à France Culture qui s'appelait In Vivo. In Vivo, et en fait, on était 4 à intervenir dans cette émission, et notre travail, c'était il y avait un biologiste, un physicien, une personne des sciences sociales, etc. On devait expliquer un article récent paru dans une revue scientifique de très haut niveau. Donc Nature, etc. Et l'un d'entre nous choisissait l'article et puis l'expliquait aux auditeurs. Et c'était d'un niveau très haut. C'est-à-dire, moi, je ne comprenais même pas ce que disaient mes collaborateurs, biologistes ou autres. Et donc la chaîne a décidé d'arrêter l'émission en disant c'est trop haut. Et on a reçu un sac postal de courrier. Et en le lisant, on a vu qu'on était écouté par les agriculteurs, par des gens qui, en fait, n'avaient pas le niveau scolaire a priori prérequis, mais qui aimaient entendre cette musique-là. Et il n'y avait pas eu d'enquête spéciale de l'audimat, mais on n'aurait pas imaginé qu'on était écouté par les agriculteurs. Donc cette idée de cible, tout ça, ça me parle pas trop. En fait, ma question, ce n'était pas tellement sur la cible, mais sur qui doit se charger du message. Et notamment, puisque vous êtes scientifique, on voit les climatologues parfois partager un petit peu, sortir de leur laboratoire et prendre la parole en public, puis se faire parfois attaquer. On leur dit, mais vous n'êtes pas dans votre rôle. Il y a un énorme débat dans la communauté des climatologues. Je parle de celle que je connais, qui est installée à Saclay, dans un laboratoire qui s'appelle le LSCE. Il y a ceux qui disent non, on est des scientifiques, notre boulot c'est de publier. Et d'autres qui disent, dans des revues scientifiques, d'autres qui disent mais non, ce qu'on découvre est tellement grave qu'on doit faire du militantisme. Et il n'y a pas de position juste a priori, c'est-à-dire que chacun doit le faire comme il le sent. Il y en a même qui abandonnent la carrière de chercheur pour devenir des pédagogues, des lanceurs d'alerte, on pourrait dire. Mais je voudrais insister sur le fait que être climatologue, c'est un métier extrêmement spécial, parce que d'habitude, quand on est scientifique, on éprouve une joie de la découverte. On est content de faire une découverte. Les physiciens des particules, quand ils trouvent une particule, ils sont aux anges. Les climatologues, quand ils font une découverte, en général, elle aggrave leurs connaissances déjà acquises. Il y a même des cellules psychologiques pour climatologues. Donc c'est un rapport à la connaissance qui est assez nouveau. On découvre des mauvaises nouvelles qui apparaissent par le biais de nouvelles connaissances ou de découvertes qu'on vient de faire. Et ça, vous voyez que ça a l'air anodin, mais en fait, ça coupe le pied de l'idée même de progrès. Puisque croire au progrès, c'est configurer le futur d'une façon crédible et attractive. Le futur sera mieux que le présent, et l'image qu'on s'en fait est crédible parce qu'elle est cautionnée par la science. C'est la science qui est le moteur de l'idée de progrès. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez des scientifiques qui travaillent non pas sur les trous noirs ou les particules élémentaires, qui eux continuent à vous faire rêver, je parle des scientifiques qui travaillent sur le climat, la biodiversité, la pollution, la raréfaction des ressources. Eux, quand ils parlent du futur, ils disent des choses qui en général sont catastrophiques. Donc quand c'est crédible, c'est pas attractif, et quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et donc l'assise même qui permet de fonder l'idée de progrès est détruite par le fait que les scientifiques nous lancent des messages qui sont très anxiogènes. Et ça rend la pédagogie, encore une fois, plus délicate, parce qu'elle ne peut plus se baser uniquement, comme on le fait en physique par exemple, sur l'enthousiasme de la connaissance, sur la joie intellectuelle que produit la connaissance. Et c'est un autre argument pour dire que votre tâche est impossible, donc excitante.
Merci. Jean-Marc, sur les vecteurs, l'enseignement, c'est un des chevaux de bataille du Shift Project. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Démasqué. Est-ce que je peux, pardon? En dire 2 mots, oui. Parler de ce que fait le Shift pour que les enjeux climat et biodiversité soient pris en compte dans la formation de l'enseignement supérieur. Alors la question du changement climatique, elle touche tous les compartiments de la société et chacun d'entre nous. Donc effectivement, au Shift Project, on pense, mais je pense qu'à la fresque du climat, on pense exactement la même chose, qu'il faut faire partager la compréhension des enjeux et faire naître le débat sur qu'est-ce qu'on fait maintenant auprès du plus grand nombre. Alors les moyens de diffusion en masse de l'information, il y en a 3. Il y a la formation initiale, il y a les médias. Alors, dans les médias, maintenant, il y a un ensemble protéiforme, parce que quand j'étais petit, il y a très très longtemps, les médias, c'était les journaux, la télé, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, toute personne qui fait un bout de chaîne YouTube ou un bout de site Internet peut rentrer de fait dans les médias. Et donc c'est devenu, par exemple, Thinkerview, à mon avis, plus d'audience que la quasi-totalité des émissions de LCI, de la chaîne parlementaire. Voilà. Donc ça s'est un peu déplacé. Mais en gros, les médias et puis la formation continue. Donc il y a trois vecteurs de diffusion en masse. On ne peut pas se permettre d'en laisser un de côté, parce que l'essentiel de la population actuelle, elle est sortie du système de l'enseignement initial. Donc si on dit c'est juste une affaire d'enseignement initial, eh ben on zappe 80% des gens qui sont quand même pas morts demain matin. Et donc on ne peut pas dire ces gens-là ne vont... Voilà. Dans le cadre de la formation continue, c'est pas nécessairement très facile de faire rentrer cette question-là. Donc quelque part, la fresque du climat, c'est de la formation continue. C'est exactement ça. Du reste, je pense qu'une partie des entreprises le prennent exactement comme ça. Elles le prennent comme quelque chose qui rentre dans la formation continue. Donc pour moi, c'est là-dedans que vous êtes capable de vous inscrire. C'est aussi un outil pour la formation initiale, parce qu'il y a aussi des établissements d'enseignement qui s'en servent. Mais je veux dire, c'est aussi un vecteur important pour la formation continue. Et enfin, il y a les médias. Alors les médias, ils ont leurs propres règles de fonctionnement, et en particulier, ils en ont une qui est absolument capitale, qu'il faut bien avoir en tête, qui est qu'aucun média ne cherche à faire fuir son audience. Aucun. Donc ce qu'a dit, ça se rapproche de ce que vient de dire Étienne sur le fait que découvrir des nouvelles choses en matière de changement climatique, c'est souvent apprendre une mauvaise nouvelle de plus. Fournir des mauvaises nouvelles à son lectorat, c'est difficilement compatible avec ce que souhaite la régie publicitaire, ou même ce que souhaite la façon de fonctionner des gestionnaires de médias, même quand leur média ne dépend pas des recettes publicitaires. Par exemple, la démagogie de l'audience frappe tout autant Radio France que TF1. Il n'y a pas de différence pour ce que j'en connais. Donc il y a un sujet, il y a une barrière à l'entrée très forte de ces sujets-là dans les médias, c'est qu'ils sont difficilement compatibles avec le fonctionnement même d'un média, qui est de ne pas faire fuir les gens dont ils s'occupent. Après, il y a d'autres limites dans les médias, Juliette doit bien connaître puisqu'elle y est passée, qui sont la spécialisation qui rend difficile de traiter un problème transverse. Le changement climatique, c'est un problème transverse. Et quand les gens sont organisés avec un secteur économique, un secteur automobile, un secteur chien écrasé et un secteur politique, très compliqué de faire rentrer un sujet transverse. Et puis, il y a un sujet de compétence des journalistes eux-mêmes et par ailleurs de prétention des journalistes eux-mêmes. Là, je vais la nommer. Léa Salamé a reçu hier ou avant-hier, et de Morand, là, Tintin là, du point Tirole et Gaulier. Et Blanchard. Enfin, Tirole et Blanchard. Et elle a dit, si je n'ai pas mal entendu, dans ce rapport passionnant, dit-elle, pour introduire un rapport de 500 pages sorti la veille, dont évidemment elle n'a pas lu une page. Donc quand elle dit dans ce rapport passionnant, c'est quand vous dites qu'un roman est passionnant, en général vous l'avez lu. C'est rare que vous disiez qu'un roman est passionnant, qu'un bouquin d'Étienne est passionnant si vous ne l'avez pas lu. Laissez croire, donc là c'est un mensonge. Dire ce document passionnant, c'est implicitement un mensonge. Donc il y a plein de problèmes dans les médias qui rendent très difficile la transmission de l'information. Par ailleurs, les journalistes sont des gens entre guillemets ordinaires. Donc quand ils deviennent journalistes ou quand ils sont journalistes, ils sont sensibles comme tout le monde au oui-dire dans tous les domaines dans lesquels ils travaillent.
Quand vous rentrez à la rédaction de France Info, le premier truc que vous voyez, c'est une pile de journaux hautes comme moi. Donc c'est la raison pour laquelle ils n'arrêtent pas de se copier les uns les autres. En fait, leur première source d'inspiration, c'est ce qu'a dit le voisin. C'est pour ça que les sujets tournent en boucle. Donc il y a plein de limites intrinsèques dans tous les vecteurs de diffusion de l'information. À l'éducation nationale, il y a une limite intrinsèque, c'est qu'on ne forme pas sans former les enseignants. Et dans le système de l'éducation nationale, vous ne pouvez pas remplacer, les enseignants ne sont pas vacataires, donc vous ne pouvez pas les remplacer par des gens qui sont capables de faire l'enseignement en disant eux ils ne sont pas bons, donc non, vous les formez. Je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, je dis c'est juste c'est comme ça, voilà. C'est long, il faut trouver les bons formateurs. Quand vous leur donnez des outils qui sont les manuels scolaires, il faut trouver les gens qui vont bien faire les manuels scolaires. Et quand vous regardez, alors tout ça c'est des points de détail, hein. Quand vous regardez qui fait les manuels scolaires et comment et qui vérifie ce qu'il y a dans les manuels scolaires, bah, c'est une vraie question. Je ne sais pas bien comment ça marche, mais en tout cas ça marche pas bien parce qu'on trouve des conneries grosses comme moi et même 2 fois grosses comme moi dans les manuels scolaires sur les sujets de climat et d'énergie. Et qui ressemble au oui-dire que vous avez trouvé la veille dans Le Figaro ou sur France Inter. Donc il y a un vrai sujet de savoir où est la buse d'injection quand on veut changer le système. C'est compliqué. Donc tout le monde doit y participer, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est à ce moment que les vrais problèmes pratiques commence, encore une fois. Si on veut faire droit à ces sujets, les journées ne faisant que 24 heures, il faut nécessairement évacuer autre chose, parce qu'on ne va pas faire des programmes pour que les gens apprennent le jour et la nuit. En général, la nuit, les gens dorment, enfin, ils sont priés de dormir. Donc, si on se met à donner beaucoup de place à des sujets nouveaux, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'on évacue dans les sujets anciens. Est-ce qu'on fait un peu moins de géographie, un peu moins d'histoire, un peu moins de latin, un peu moins d'anglais, un peu moins de physique? Moins de latin, non, parce que... Voilà. Et à chaque fois, on fait gueuler quelqu'un. Non, mais à chaque fois, on fait gueuler quelqu'un. Ah non, on va quand même pas toucher à ça. Bon. Donc, c'est des sujets compliqués partout et tout le temps. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça explique pourquoi au Shift Project, on a commencé par s'attaquer aux sujets les plus faciles. Donc, les sujets les plus faciles, c'est l'enseignement supérieur, là où il n'y a que des vacataires, c'est-à-dire les grandes écoles, parce que c'est là qu'on a affaire aux gens qui sont les plus facilement atteignables en termes de connaissances préalables. Et avec un corps enseignant qu'on peut changer très facilement. Je veux dire, moi je suis vacataire aux mines, on peut demain matin me dire, ben, écoute, on t'a assez vu, maintenant on va changer le programme, on va plus faire ce que tu fais, on va faire un truc sur les plantes vertes. Dehors, on va prendre quelqu'un qui sait dire quelque chose sur les plantes vertes. C'est très facile à faire, c'est très rapide, c'est très, etc. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par la première marche de l'escalier, celle qui était la plus facile, et il faut aller jusqu'à la dernière. La dernière, c'est toute l'éducation nationale, mais donc ça veut dire un énorme programme de formation continue pour les enseignants, parce que sauf erreur de ma part, je crois que des enseignants dans le système éducatif français, on doit en avoir de l'ordre du million, donc c'est pas une petite population, on va pas faire ça en 35 secondes, donc il y a un dispositif à mettre en place pour ça. Auquel vous pouvez participer, soit dit en passant, hein, parce que voilà. Et je vais finir sur juste une anecdote ici. Il y a une grosse dizaine d'années, j'ai fait brièvement partie d'un comité d'experts de la Fondation Ellen MacArthur en Grande-Bretagne, qui a 10 fois le budget de la FNH en France, hein, et dont la mission est de faire du matériel pédagogique pour le monde enseignant anglais. Donc en fait, ils ont dit, là il y a un point de blocage qui est la qualité du matériel pédagogique qu'on donne aux enseignants pour qu'ils soient capables de parler correctement des sujets environnementaux. Et donc, leur seule mission, c'est de faire ce genre de choses. Donc, en fait, ils se substituent au Nathan et au Hatier en faisant des manuels qu'ils considèrent comme étant, ou du matériel pédagogique qu'ils considèrent comme étant en raccord avec les faits et utilisant des ressorts pédagogiques qui permettent de parler à peu près n'importe qui. Merci. Juste quelques mots sur les publics cibles du message. Donc, Étienne Klein, vous disiez que pour vous, il n'y avait pas un public... parce que souvent, on peut se demander par qui commencer, les citoyens, les politiques, les entreprises, les financiers. Alors, je repasserai la parole à Jean-Marc après, parce qu'au Shift, vous avez bien défini votre cible, mais je voudrais d'abord entendre Étienne Klein sur ce sujet. Moi, je n'ai pas fait de pédagogie sur le climat, non, je ne me sens pas autorisé à le faire. Je suis plutôt du côté des récepteurs. Mais pour ce qui me concerne, moi, je me suis intéressé à un premier public qui était les philosophes. Tout simplement parce qu'il y a des mots qui sont communs aux deux disciplines. Je parle de la physique et de la philosophie. Par exemple, le mot temps, c'est un mot qu'utilisent les physiciens et un mot qu'utilisent les philosophes. Et donc moi, je me suis posé des questions très naïves. Est-ce que quand un physicien parle du temps, il parle de la même chose qu'un philosophe qui parle du temps?
Si la réponse est non, ils parlent de choses différentes. Pourquoi c'est le même mot? Et si au contraire on considère qu'ils parlent de la même chose, il y a une autre question qui apparaît, c'est est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Et la réponse est évidemment non. Hein. Einstein ne parle pas comme Heidegger. Et donc à qui j'accorde du crédit? Et donc moi, mon premier travail, ça a été d'essayer d'imaginer ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps, pour le dire dans un langage que puissent comprendre les philosophes qui s'intéressent au temps, pour qu'ils nourrissent leur pensée de philosophe des résultats positifs obtenus par la physique. Démarche passionnante, complètement inutile, puisque... ah oui, c'est parce que c'est inutile que c'est pas passionnant. Hein. Le temps a été donné l'an dernier à l'agrégation de philosophie, c'était le sujet. Et les livres que devaient lire les candidats à l'agrégation, la liste est publiée, c'est Aristote, Saint-Augustin, Kant, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson, Husserl. Bon. Einstein, non. Newton, non. Boltzmann, non. Et donc, on continue à faire comme si le temps était une question que la philosophie pouvait traiter de façon autonome à partir de son propre passé. Ensuite, si je devais choisir un public pour la vulgarisation en général, ce serait en effet les enseignants, puisque les enseignants, ils parlent aux élèves. Donc s'ils disent des bêtises, elles s'enquistent dans la culture commune, donc il faut les former. Simplement, ils sont soumis à des injonctions de toutes sortes de catégories de gens. Et ils sont complètement dépassés. Par exemple, on peut être enseignant en physique sans être capable de dire comment on a su que l'atome existe. On peut être enseignant en physique sans être capable de dire comment on a su que la Terre était ronde. Et donc, vouloir enseigner l'histoire des sciences pour que tout le monde comprenne comment on a su ce qu'on sait, c'est impossible. D'abord parce qu'on n'a pas les enseignants capables de le faire, et d'autre part parce que l'histoire des sciences, c'est beaucoup trop compliqué. Donc moi, je pense qu'une technique, c'est d'expliquer une fois par an aux élèves de tous les niveaux, du primaire jusqu'au cycle universitaire, de raconter, sans que ce soit noté, pour qu'il n'y ait pas de sentiment que c'est soi-même qui est jugé par la note qu'on aura, simplement de raconter en détail l'histoire d'une découverte. Et la vraie histoire, pas la légende. On raconte aussi l'histoire de ceux qui ont perdu la bataille, qui avaient peut-être de très bons arguments. Simplement, ces arguments ont été éliminés par une donnée, par une observation, par une expérience. Et ça permettrait de prendre confiance, non pas dans les scientifiques. Il n'y a aucun scientifique qui soit objectif, il n'y a aucun scientifique qui soit complètement indépendant, aucun scientifique qui n'ait pas de croyance, qui n'ait pas des biais cognitifs, ça n'existe pas. Donc ce qu'on demande aux scientifiques, c'est pas de sortir de la condition humaine parce qu'ils auraient subi une cure de désintéressement qui les prémunirait contre tous les travers cognitifs que nous pouvons avoir. Et c'est là que je rejoins Jean-Marc. Ce qu'on demande à un scientifique, c'est simplement d'être honnête. Honnête dans un sens très particulier. C'est-à-dire une fois qu'on a obtenu un résultat, parce qu'on s'est posé une question et qu'on a fait de la recherche, de le présenter à d'autres personnes qui se sont posé la même question ou qui ont fait des travaux similaires pour recueillir leurs critiques. Et ces personnes vont peut-être trouver des erreurs, des biais, des erreurs d'interprétation, par exemple, dans l'analyse des résultats. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il me semble que si on entendait l'histoire d'une découverte, on verrait que les personnages qui y ont participé n'étaient pas des esprits purs. Et donc, c'est pas en eux qu'il faut avoir confiance. Par contre, il faut avoir confiance dans le processus qui a permis d'obtenir une découverte. Et si je peux donner un exemple, il y a 3 ans, je suis arrivé à Centrale pour donner un cours, Centrale Supélec, pardon. Pour donner un cours, j'étais en avance et j'avais des étudiants qui étaient là en avance. Et ce cours se produisait le lendemain du jour où était paru un sondage montrant que, je ne sais pas comment a été fait ce sondage, mais montrant que 17% des Français pensent que la Terre est plate. Bon, ça me paraît beaucoup, hein, 17%, mais... Parce que j'en connais aucun, moi, de platiste. T'en connais, toi?
Non, mais je ne suis pas sûr qu'on fréquente ceux qui pensent ça. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de sites platistes sur Internet. D'ailleurs, quand vous tapez sur Google, faites-le, c'est incroyable. Vous tapez sur Google, est-ce que la Terre est plate? Vous attendez à ce que Google dise non, elle est ronde et voici pourquoi. Maintenant, Google vous oriente vers des sites platistes. Enfin, les algorithmes de Google vous orientent vers des sites platistes. Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai entendu que mes étudiants étaient en train de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Je vais les trouver. Je me suis permis d'intervenir en leur demandant, vous avez raison de vous moquer, c'est un peu ridicule, mais qui parmi vous saurait me dire comment on a su que la Terre est ronde? Et là, ça a été un silence radio. Hein. Au bout de 10 minutes, il y en a un qui m'a dit, c'est Galilée qui a démontré que la Terre est ronde. Ah bon? Magellan a donc fait le tour du monde en pensant partir sur une Terre plate? En fait, on sait que la Terre est ronde depuis très longtemps. Enfin, les Grecs le savaient, les Indiens, il y a 3000 ans, le savaient, on a des textes. Alors, ils m'ont sorti Eratosthène. Mais non, Eratosthène, il savait que la Terre était ronde. C'est pour ça qu'il a mesuré la circonférence. En fait, personne n'en sait rien. Voilà. Donc, vous avez l'exemple d'une connaissance universellement partagée, à 17% près. Tout le monde sait que la Terre est ronde, mais personne ne sait dire comment on l'a su avant de le voir. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que l'Association des Amis de la Terre plate, l'association américaine, est née l'année où, pour la première fois, un satellite a photographié la Terre. Alors, Jean-Marc. Donc, juste pour dire, le soir, je vais aller trouver mon éditeur, et je lui dis, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez créé une collection qui s'appelle Que sais-je? C'est un titre bizarre, parce que quand je veux savoir ce que je sais, je ne vais pas acheter un livre. Donc le titre Que sais-je est bizarre. Par contre, vous allez créer une nouvelle collection qui s'appelle non pas Que sais-je, mais qui s'appelle Comment a-t-on su? Comment a-t-on su? Et le premier ouvrage de cette collection, c'est Comment a-t-on su que la Terre est ronde? C'est un truc passionnant parce qu'on apprend plein de choses. C'est un truc passionnant, mais je l'ai lu. Voilà. Alors, Jean-Marc, à qui s'adresser en premier pour convaincre que la Terre n'est pas ronde et que le climat change? Que la Terre n'est pas ronde? Que la Terre n'est pas plate, pardon, je suis perdue. Eh ben voilà, on en a trouvé au moins une dans les 17%. Alors, j'en profite... C'est pas la peine d'aller chercher très loin. J'en profite pour faire un petit moment d'autopromo parce que j'ai créé une collection chez Gallimard qui... Sur la Terre plate? Qui s'appelle La connaissance est une aventure et où, justement, il y avait un titre... Comment sait-on que, comment a-t-on compris que le singe est le cousin de l'homme? Comment a-t-on compris que le climat se réchauffe? Comment l'homme a compris que, je ne sais plus, que la Terre est ronde ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Mais un jour, j'ai discuté avec une philosophe des sciences en public qui m'a dit cette phrase qui m'a fait plonger dans un désespoir de plusieurs nanosecondes. Elle m'a dit, alors que je lui disais justement, la Terre est ronde, c'est une connaissance dont on ne voit pas très bien comment elle pourrait être remise en cause dans le futur, sauf si la Terre devient plate. Bon. Et elle m'a répondu cette phrase incroyable: on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera qu'elle est plate. Bon. Et le truc bizarre, c'est Einstein. Il faut un argument théorique pour découvrir qu'elle est plate. Autrement dit, on n'est pas assez intelligent pour comprendre qu'en fait elle est plate. Et cette dame, elle est professeure d'université. Et je me demande ce qu'elle enseigne. Jean-Marc, il va falloir qu'on conclue. Alors, quel public? Quel public en premier, notamment au Shift? Tous. Le public qu'on a choisi au Shift n'est pas un public qu'on a choisi parce que c'est nécessairement le plus important, et on a choisi parce que c'était celui qui était à notre portée. Il y a un problème qu'il faut savoir résoudre quand on quand on s'attaque à un sujet aussi protéiforme et universel que la question de notre rapport aux limites planétaires, parce que finalement c'est ça le sujet du changement climatique. C'est un sujet qui va embarquer la totalité de ce qu'on fait partout et tout le temps, puisque ça concerne la manière dont on est organisé, ce qu'on consomme, ce qu'on apprend, partout, tout le temps. Il faut savoir choisir ses combats et faire la différence entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'il faudrait faire. Tout à l'heure, on parlait des émotions. En tout cas, moi, j'en parlais. Il y a un truc qui est j'ai envie de dire fréquent
quand on commence à comprendre cette histoire de climat et encore une fois plus généralement cette histoire de limite planétaire, c'est la sidération devant l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire on se dit il va falloir tout changer, absolument tout partout. Par quoi je commence ? Et à ce moment, il y a un facteur qui bloque souvent le passage à l'action. C'est aussi pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des initiatives locales, collectives, etc. C'est d'être bien capable de comprendre ou d'accepter que ce qui est à sa portée ne résoudra pas la totalité du problème, mais que de toute façon, c'est un choix entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et que la seule question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? C'est pas est-ce que ça va résoudre la totalité du problème, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? Donc au Shift, c'est à cette question-là qu'on a répondu, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? Alors au moment où le Shift a été créé, il y avait un public que je connaissais un peu, qui était le monde économique, une citadelle à conquérir, qui était la réconciliation de la pensée économique avec les limites physiques. Alors c'est une grosse citadelle, toujours pas conquise, mais c'était ça le public qui m'intéressait. Et la voie d'entrée la plus facile me paraissait être de parler à une partie des acteurs du monde économique qui étaient justement dans l'effet, mais cette fois-ci utilisable à notre profit, de création d'une rente, c'est-à-dire ceux pour qui le fait de se dire cette affaire de changement climatique est sérieuse est une bonne affaire pour leurs propres activités. Donc si on va parler aux gens qui tirent des trains, qui vendent de la laine de verre, ou qui fabriquent des vélos, ou qui font fonctionner des centrales nucléaires, ils vont avoir envie d'écouter d'une oreille très attentive le fait que cette histoire-là, c'est pas du flan, et qu'il faut s'agiter sur la question. Donc c'est exactement ça qu'on a fait quand on a créé le Shift Project. C'est s'appuyer sur des gens qui, tout bien pesés, ont quelque chose à gagner dans l'histoire si l'histoire devient sérieuse, parce que je suis intimement convaincu, à mon âge, que la société, elle évolue sous l'effet de confrontation d'intérêts et pas du tout sous l'effet de l'acquisition d'une compréhension rationnelle du monde qui fait qu'on prend des décisions rationnelles. On ne prend pas des décisions rationnelles, on pilote rationnellement nos désirs, ce qui est tout à fait différent. Donc il faut que les désirs rejoignent le problème. Donc il faut s'adresser à des gens qui correspondent. Voilà, donc commencer par le fruit qui pend bas. Il faut que je passe la parole au public. C'est vraiment indispensable. Non, pardon. Oui. Donc juste pour finir là-dessus, donc voilà, donc au Shift on s'est attaqué à ça, et ça reste quand même le monde économique, un levier important de changement de la société, puisque vous l'aurez vu quand même dans les débats qu'on fait, au bout du bout, il y a énormément de débats de société qui, à la fin, deviennent des débats économiques. Ah, il faudrait plus d'enseignants, mais combien ça coûte ? Ah, il faudrait changer la façon dont on organise tel ou tel machin, mais combien ça coûte ? Ah, il faudrait modifier les pratiques agricoles, mais combien ça coûte ? Donc le monde et le raisonnement économique sont quand même extrêmement prégnants dans notre structuration de la prise de décision aujourd'hui. Donc certes, quand on a créé le Shift Project, on n'avait pas la prétention de s'attaquer à tout, partout et tout le temps, mais pour autant, on n'avait pas non plus l'impression de traiter une partie epsilonesque des acteurs qui ont une influence importante sur la façon dont l'avenir va s'écrire. Merci à tous les deux. On va maintenant prendre les questions du public qui, j'en suis sûre, sont nombreuses. Et je ne sais pas... sans micro ? Si. Okay. Bonjour et merci pour cet échange passionnant. Plein de réactions à tout ce que vous avez dit. Alors, il va falloir que je choisisse. À la fresque, il y a 2 promesses. Il y a la première promesse, c'est les gens qui participent. Ils vont pendant 3 heures avoir l'opportunité souvent de regarder un truc qu'ils n'avaient pas envie de regarder. Et la deuxième promesse, c'est pour les animateurs ou ceux qui voudront le devenir, de passer dans le camp de ceux qui font quelque chose. C'est ça les animateurs. Aujourd'hui, il y a des milliers d'animateurs qui essayent de faire ça. Et on fait ça très mal. Pas aussi bien que vous. On fait ça comme on peut. Alors ma question à vous, ça fait quelques années l'un et l'autre que vous faites de la vulgarisation. C'est quoi votre conseil à des gens qui sont fresqueurs, qui ont à peu près compris les enjeux, qui ont envie de faire des choses, de faire passer des messages, et qui n'ont peut-être pas votre talent pour le faire? Alors, je suis pas sûr que je vais répondre à la hauteur des attentes à cette question, parce que je ne suis pas animateur de la fresque du climat. Et faire une intervention, c'est un exercice différent d'animer des groupes.
donc j'en ai fait une de fresque, hein. Mais c'est très différent d'animer un groupe de joueurs, parce que ce n'est pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes ressorts par rapport à faire une intervention qui comporte une partie très descendante au début, avant que les gens, dans les bons cas de figure, crachent leur trip, et dans les mauvais, s'en aillent sans dire un mot. Donc, dans ce que j'ai vu de la fresque pour l'avoir faite, c'est qu'on est dans une dynamique qui est tout à fait différente, et il me semble que la technicité et le talent de l'animateur, il est beaucoup plus dans le fait de motiver les gens à jouer que dans le... parce qu'ils vont découvrir par eux-mêmes en jouant, que dans le fait d'éveiller, j'ai envie de dire, leur curiosité à travers un simple discours. Ou à travers des supports PowerPoint ou je sais pas quoi. Donc c'est pas le même genre, d'exercice. À mon avis, un des points communs, c'est que moi j'aime bien les interventions dans des publics qu'on prend un peu par surprise, qui sont à la fois des publics plus difficiles, mais ceux auxquels on va vraiment apprendre quelque chose, parce que ceux qui viennent volontairement à une conférence que je fais, maintenant en fait j'évite, je fais plus de conférences grand public, parce que je sais très bien que je vais avoir que des gens qui ont déjà écouté 50 fois ce que j'ai raconté, donc la valeur ajoutée que je peux avoir est nulle. Donc quand maintenant on propose des trucs grand public, je dis toujours non. Parce qu'en fait, ça ne sera jamais grand public. Ça va être restreint aux gens qui savent, justement. Avec en plus ce piège qui a été évoqué tout à l'heure, d'augmenter ma propre confiance dans le fait que les gens sont motivés, parce que je vois, il y a un biais de sélection dans l'échantillon que j'ai en face de moi qui augmente à mesure que le temps passe. Donc les gens qui m'intéressent, c'est les gens pris par surprise. Donc c'est les séminaires d'entreprise à des gens à qui on n'a rien demandé, et je pense que la fresque du climat correspond plus, dans les bons cas de figure, à ce genre de public. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien demandé. Il y a quelqu'un qui a dit tiens, ça serait rigolo de faire ça. Il a réussi à convaincre je ne sais pas qui de louer une salle et de coincer les gens. C'est encore plus vrai pour les élèves à qui on ne demande pas leur avis avant de les envoyer en classe. Et là, quand on prend les gens par surprise, la technique qui marche le mieux, mais c'est déjà celle de la fresque puisque les gens doivent chercher, c'est la technique de la question-réponse. Est-ce que vous savez pourquoi ? Donc voilà, est-ce que vous avez une idée d'eux, etc. Puis avec des trucs un peu marrants, voilà. Donc c'est la technique du quiz qui leur permet de rentrer dans la dynamique. Et dès que vous avez commencé à leur donner envie de chercher, le jeu est lancé, puisque la fresque, encore une fois, ça n'est que ça. C'est une espèce de jeu de piste, quoi, au fond. C'est le jeu de piste du climat, quoi. Donc il suffit de donner envie aux gens de commencer à chercher. Après, le reste, j'ai envie de dire, se passe tout seul. Et la dernière chose pour ce que j'en ai vu qui me paraît importante, donc c'est peut-être là que les animateurs de temps en temps se sentent un peu inconfortables, c'est qu'il faut être capable de répondre aux questions en cours de route sur pourquoi c'est comme ça. Donc là, vous me dites que, pourquoi c'est comme ça. Et alors là, par contre, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que le défaut de réponse peut mettre les gens dans une rupture de confiance vis-à-vis de la dynamique. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ça qui est le point qui peut éventuellement être à travailler. Là, il n'y a pas tellement d'autres manières d'apprendre que l'expérience, c'est-à-dire on se fait avoir une fois, on se dit qu'on ne se fera pas avoir une deuxième, quoi. Non mais... Mais on a aussi le droit de dire on ne sait pas en tant qu'animateur. Oui, absolument. Voilà. Il y a une question au fond. Il y en a. Oui, bonjour. Moi, il me semble que pour avoir animé quelques fresques du climat, je suis aussi shifter. C'est vraiment la synergie entre les participants. C'est-à-dire qu'on croit que les participants connaissent peu, mais finalement, ce n'est pas vrai. Et il se passe réellement un transfert de connaissances, de compétences. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus constructif, la synergie entre les participants. Voilà. D'accord. En fait, monsieur, vous répondez à la question de Frédéric. Oui. Est-ce que vous avez une question, vous-même? Ben non, finalement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce que ceux qui veulent poser une question peuvent lever la main, s'il vous plaît? Donc j'en vois une là. Hop. Une là. Bon. Une là. Bonjour. Oui. Alors il me semble que toute opinion, toute conviction, toute nouvelle connaissance doit s'imbriquer dans les opinions, convictions qu'on a déjà. Il y a une sorte d'écosystème mental. Est-ce que vous pensez que cette vulgarisation sur le changement climatique a du mal à faire sa place dans les opinions qui sont déjà fréquemment dans la tête des gens? Et comment devrait-on réagir, selon vous,
Alors, petit exemple que j'ai en tête, le progrès humain est inexorable, il y a peut-être une guerre mondiale, quelque chose comme ça, mais à quelques coups de frein près, le progrès est inexorable. Donc la déstabilisation du climat, c'est pas possible. Ou alors c'est un problème mineur qu'on va contourner. Est-ce que ces deux convictions Étienne, sont en contradiction, par exemple? En tant que philosophe? En tant que philosophe, je n'ai rien de spécial à dire. Moi, je vais plutôt parler là de ce que je ressens comme vulgarisateur. C'est-à-dire que si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit, pour faire de la bonne vulgarisation, il faut choisir un sujet et le travailler à fond. Moi, ça a été la physique quantique, et donc j'ai étudié les équations de la physique quantique, le formalisme, les implications philosophiques, l'histoire de la physique quantique, la vie et l'œuvre des pères fondateurs de la physique quantique, le type de problème qu'ils avaient à résoudre. Ça m'a pris des années, et une fois qu'on a fait ce travail, on se sent capable, à tort ou à raison, de parler à différents publics, prisonniers, parlementaires, étudiants, collégiens, grand public, etc. Et on tombe évidemment dans le biais que vient de rappeler Jean-Marc, à savoir qu'on a l'impression que ça marche. On a l'impression que ça marche. Les gens viennent aux conférences, posent des questions intelligentes, on corrige les copies des étudiants, ils ont compris le truc, on écrit des livres, on reçoit du courrier des lecteurs, visiblement les gens ont compris le bouquin. Donc on dit, purée, ça marche. Mais en fait, ça ne marche qu'auprès des gens qui s'intéressent à la vulgarisation, c'est-à-dire une fraction minimale de la population. Et ça, c'est le Covid qui me l'a montré. Voilà, moi, c'est en voyant le Covid que j'ai compris que la vulgarisation, c'est un échec. Voilà. Ah ben non, on ne va pas rester là-dessus. Attendez. Un échec relatif, pour mettre un peu d'Einstein dans l'affaire. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on nous repensions nos moyens d'accès au grand public. Voilà. Et le grand public, lui, il entend des choses, il est soumis à un flux d'informations. En fait, dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, scientifiques ou pas, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards. Et toutes ces choses, circulant ensemble, bien qu'ayant des statuts différents, se contaminent. Mais... Quand vous avez affaire à une connaissance, on va vous dire, mais est-ce que ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière? En l'occurrence, c'est des climatologues, qui seraient une sorte de communauté qui aurait intérêt à aggraver la situation pour avoir des rentes. Et puis quand vous avez affaire à une croyance, on va vous dire, mais est-ce que cette croyance n'est pas une connaissance qui aurait été injustement méprisée? Une sorte de sagesse populaire. Et sur la question du progrès quand même. Ah mais le progrès... Juste, qu'est-ce qu'on peut la question est réglée. On a fait ça avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner. On a étudié un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et on a vu ce que tout le monde devine. Ce mot progrès qui a été écrit pendant 3 siècles avec une lettre majuscule a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a commencé sa lente décroissance en 1981. Époque où apparaît un mot très ancien qui est réactivé, mais que moi en tant qu'étudiant je n'ai jamais entendu à l'époque, qui est le mot innovation. Le mot innovation monte. Le croisement de la courbe du progrès qui descend et la courbe de l'innovation qui monte se produit en 2003. Et la disparition complète du mot progrès, dans les discours publics se produit dans le quinquennat 2007-2012. Vous pouvez le vérifier simplement, tous les candidats à la présidentielle en 2007 utilisent le mot progrès dans leur rhétorique. En 2012, plus aucun. Et à quelle année il y a technologique après? Alors on pourrait dire finalement, le mot progrès c'est modernisé. On l'a fait progresser en le remplaçant par le mot innovation qui est plus moderne. En fait c'est faux, le mot innovation, ça serait une histoire, mais plus ancien que le mot progrès, mais peu importe. Et on pourrait dire qu'on a fait une permutation de mots, mais c'est le même message. Et en fait, quand on regarde, ça demande du temps que je n'ai pas, comment la rhétorique de l'innovation se déploie, on constate qu'elle contredit la rhétorique du progrès. Pour le dire en une phrase, la rhétorique du progrès suppose que le temps qui passe est constructeur. Donc il est complice de notre liberté et de notre volonté. Il est notre allié. La rhétorique de l'innovation est complètement différente. On dit qu'on est soumis à toutes sortes de défis, climatiques, vieillissement de la population, etc. Et nous avons compris, dit-on, que nous ne pourrons relever ces défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe que par l'innovation. Et donc l'innovation, c'est un principe de conservation
qui est destiné à pallier les effets corrupteurs du temps qui passe. Et donc, vous voyez, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps corrupteur et non pas constructeur. C'est passionnant, on pourrait en parler pendant 1 heure encore. En plus, il faut plus. Vraiment, je regrette de devoir vous couper la parole pour Je peux faire un petit complément là-dessus, très pratique. Sur la question de... Alors, quand on vous pose ce genre de questions, mais le progrès, mais ceci, en fait, ce n'est pas une question, c'est une objection. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelle est la motivation de la personne qui vous pose la question. Très souvent, en fait, il répond à sa propre déstabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous lui posez un problème auquel il ne voit pas de solution évidente, il a envie de nier le problème parce que c'est ça qui le ramène dans une zone de confort où l'avenir est de nouveau quelque chose qui n'est pas menaçant. Donc, quand on répond à ce genre d'objection, il y a 2 choses qu'il faut garder en tête. C'est il faut dire explicitement, à mon avis, que vous comprenez son désarroi. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. Vous pouvez le dire aussi explicitement que ça. Moi, des fois, je le fais. Vous pouvez le dire parfois moins explicitement. Mais en gros, il faut d'entrée de jeu mettre son objection dans la position de quelqu'un qui exprime légitimement une angoisse. D'accord ? Dès que vous faites ça, quelque part, vous apaisez le débat. Parce que vous ne lui dites pas, vous êtes un abruti qui n'a rien compris. Vous lui dites, vous exprimez une réaction tout à fait normale, qui est celle de quelqu'un qui se retrouve totalement déstabilisé. La deuxième chose qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on répond à ce genre de choses, c'est que vous répondez autant à la personne qu'à tous les autres qui écoutent. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à convaincre la personne que vous avez en face de vous, c'est important de lui répondre parce que tous les autres qui sont présents dans l'assistance vont peser les arguments des uns et des autres pour se faire leur propre opinion. Alors moi, c'est une règle que j'ai très fréquemment présente à l'esprit avec les climato-sceptiques, entre guillemets. Quand il y en a un qui m'envoie un mail privé, parce que ça m'arrive, de temps en temps, je reçois un mail de quelqu'un qui me dit « vous n'avez rien compris », je n'y réponds jamais. Ou je lui réponds très poliment en une phrase, en lui disant « j'espère pas vous convaincre, je pense que ça c'est pas possible, au revoir monsieur, merci ». Par contre, quand c'est dans l'enceinte publique, il faut toujours y répondre, parce que vous ne le convaincrez pas. Enfin, la personne qui vous fait l'objection, jamais vous la convaincrez. Par contre, la nature du débat est essentielle pour les autres, qui sont pour l'essentiel de bonne foi, et qui ont quand même envie de savoir ce que vous avez envie, ce que vous répondez sur l'argument de fond. Donc vous ne répondez pas à l'individu, vous répondez à l'argument. Voilà, donc c'est quelques trucs et astuces qu'il faut avoir présent à l'esprit, mais encore une fois, ayez bien conscience du fait que ce genre de réaction, c'est totalement normal, parce que c'est l'expression d'un désarroi qui est totalement normal. À la limite, s'il n'y a pas de désarroi après qu'on ait parlé du changement climatique, c'est que c'est un échec, ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Merci Jean-Marc. Une question ici. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, merci pour cet échange passionnant. Donc, je me permets de le dire puisque j'ai écouté. Donc moi, j'aimerais bien revenir à la toute première question en fait, qui a été posée sur comment passer en fait, de la connaissance à l'action finalement pour le climat. Et il me semble qu'il y a 3 composantes en fait, à cette question. Donc la première qui est pourquoi il faut changer. Donc là, il y a un constat scientifique. On parle justement de la vulgarisation de la connaissance autour de ça. Après, il y a une question qui est donc qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quelle réponse finalement, quelle solution on a à apporter. Là encore une fois, on a des experts qui peuvent nous orienter. Vous en faites partie évidemment sur cette vulgarisation. Et moi, il me semble qu'il y a une 3e composante qui manquante, où j'aimerais bien avoir vous du coup votre avis là-dessus, c'est un peu la vulgarisation sur comment le faire. Comment justement on se met en mouvement, comment on peut mobiliser la société, donc les différentes audiences autour de l'action climat. Et est-ce que là, il n'y a pas peut-être aussi des compétences à chercher qui seraient complémentaires, notamment, je pense, aux sciences sociales. Et donc là, la question, c'est est-ce que vous avez connaissance des initiatives, donc un peu transdisciplinaires, entre les sciences dures, les sciences sociales, si ou non, et comment le faire, donc de par vos connaissances, de par vos réseaux professionnels, comment on peut atteindre cette transdisciplinarité. Merci. Je vais faire une réponse philosophique, comme ça donnera l'occasion à mon voisin non, pas du tout, au contraire, de me contredire ou d'embrayer, qui est, faut-il changer? J'en sais rien, moi. C'est pas une vérité scientifique de changer, ça c'est un choix collectif. Dans la question du changement climatique, il est du rôle de la science d'éclairer le débat. Maintenant, savoir si on doit se goberger tant que ça passe et advienne que pourra derrière, ou si on doit se mettre au régime tout de suite, c'est pas une vérité scientifique, ça. C'est un choix. C'est un choix moral. C'est un choix éthique. C'est pas du tout un choix scientifique.
Donc, quand personnellement je milite pour qu'on y aille mollo sur la question des émissions de gaz à effet de serre, j'exprime une préférence. Ce n'est pas du tout une vérité scientifique que j'exprime, hein. J'exprime une préférence. Et je pense que là aussi, c'est essentiel et ça renvoie à la question du désarroi. Il y a des gens qui vont dire, tant que ça passe, on s'en fait péter la panse et ensuite on verra bien. C'est une forme de préférence. Discutons-en. Bon. Alors après, si on est du côté des gens qui préfèrent qu'on appuie un peu sur la pédale de frein, la question sur comment on passe à l'action, je me méfie énormément des règles génériques et générales sur il n'y a qu'à mettre ensemble des physiciens et des sociologues et tout se passera bien. Non pas qu'il ne faille pas le faire, mais je vais un tout petit peu préciser. Là, en fait, on rentre dans 1 milliard de problèmes pratiques. Donc je vais en revenir à nos amis Tirole et Blanchard. Ils vous répondent prix du carbone, tout simplement parce que les économistes de laboratoire, ils n'ont qu'un seul outil à leur disposition, c'est des modèles dans lesquels il y a un prix du carbone. Donc ils vont vous parler de prix du carbone. Où est-ce que le prix du carbone intervient si vous devez reconvertir des gens qui fabriquent des pneus pour qu'ils fabriquent des roues de bicyclette? Vous pouvez m'expliquer? Je vois pas où. Par contre, ça c'est un problème très pratique. Si vous voulez remettre 500 000 personnes dans l'agriculture, où est le prix du carbone? Comme les chères têtes blondes là, qui sortent du système éducatif et à qui on leur dit si t'es bon, t'iras à la fac, écoutez Étienne Klein, et si t'es mauvais, tu deviendras plombier. Où est le prix du carbone dans cette histoire? Il n'y a aucun problème de prix du carbone. Donc le fait de régler les problèmes, en fait, on tombe sur quelque chose qui est 1 milliard de problèmes pratiques à régler. On n'est plus du tout dans les grandes théories générales. On est dans, à chaque fois, comment est-ce qu'au sein du problème qu'on regarde, on est capable de décliner la préférence collective générale qu'on a exprimée avant, qui est j'arbitre en faveur de l'avenir. C'est un arbitrage temporel, cette histoire. Hein. C'est je préserve mieux l'avenir et du coup, je vais un peu plus me priver tout de suite. Je change le bénéfice de nature. Hein. L'idée qu'on va gagner partout et tout le temps sur tous les tableaux, c'est pas vrai. Donc quand il y a des gens, même que j'aime bien, qui disent tout le monde a tout à y gagner à s'occuper du changement climatique, c'est pas vrai. Tous autant que nous sommes, on a tous quelque chose à y perdre à court terme. Bon. Donc le passage à l'action, il est dans le fait d'arbitrer, de faire une hiérarchie des renoncements et une hiérarchie des préférences, d'être capable de la gérer et d'être capable de décliner ça dans 1 milliard de problèmes pratiques, y compris la manière dont on gère les salons de coiffure. Donc le passage à l'action, il va demander des compétences qui varient en fonction du domaine qu'on est en train de regarder. Que là-dedans, il n'y ait pas que de la science dure est une absolue évidence. Je parlais tout à l'heure de la gestion des émotions, c'est pas de la science dure, ça, c'est même pas de la science tout court. Enfin, on peut avoir une démarche scientifique dans la façon dont les gens réagissent, c'est-à-dire faire des observations statistiques, savoir que mis dans telle situation, il y a 45% des gens qui préfèrent réagir comme ça et 55% qui préfèrent réagir autrement. Ça, oui, ça aide. Donc les sciences sociales qui ont une capacité à orienter l'action sont extrêmement utiles. Celles qui sont purement qualitatives, c'est plus compliqué d'en faire quelque chose. Donc même au sein d'une discipline, il va y avoir des choses qui vont être utiles quand il s'agit de passer à l'action et d'autres qui restent très théoriques et qui vont être beaucoup plus difficiles à exploiter. Voilà. Mais j'insiste vraiment sur un point, c'est que quand on passe à l'action, c'est 1 milliard de problèmes pratiques, c'est beaucoup moins des grandes théories générales. Alors les problèmes pratiques s'organisent, se planifient. Du reste au Shift, on est en train de travailler à proposer notre propre planification sur la façon de décarboner l'économie. C'est le plan de transformation de l'économie française, là, certains d'entre vous sont peut-être au courant, où il y a plein de rapports intermédiaires qui sortent en ce moment là, et qui sont ouverts à la critique, à la réfutation. Alors donc, si vous avez un peu le temps pour les lire et faire des remarques, allez-y. Hein. Donc on va faire une proposition à la rentrée de plan opérationnel, et à ce plan opérationnel ont travaillé des gens de plein de disciplines différentes, mais ça peut être des gens qui gèrent des livraisons dans une boîte de fret, comme ça peut être des gens qui font de la sociologie universitaire. Donc il y aura de tout là-dedans, voilà. Mais j'insiste vraiment sur encore une fois, c'est des problèmes pratiques qu'on a à résoudre à un moment, et ces problèmes pratiques renvoient toujours à une hiérarchie des préférences qui ne relève pas de la science dure, qui relève vraiment de la... Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est éclairer ce choix, mais à un moment, c'est un choix. Merci Jean-Marc. Une question au fond? Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Je me posais la question, aujourd'hui, journée aussi fresque du climat orienté entreprise, la notion de temporalité, de temps court, temps long. Temps court au niveau des acteurs économiques, justement, qui ont des pressions de reporting économique court, par opposition au temps long et temps physique du climat.
Et la troisième notion d'urgence climatique, en fait. Comment nous, aujourd'hui, au quotidien, en tant qu'acteurs dans nos entreprises, réussir à faire ce grand écart entre temps court, temps long, réussir à convaincre en face de nous nos interlocuteurs économiques, financiers, avec ces notions justement et ces déploiements de fresques du climat en entreprise. Merci beaucoup à vous. Donc temps court, temps long, urgence. Bon, je sens que vous attendez une réponse, mais c'est une question trop difficile pour moi. Déjà, dans l'expression urgence climatique, je me demande s'il n'y a pas une contradiction, c'est-à-dire de quoi on parle, puisqu'on vient de dire que la temporalité du changement climatique est une temporalité très longue, que l'agir immédiat n'a pas d'effet à court terme, c'est pour le long terme que les effets se feront voir. Donc quand on parle de l'urgence climatique, on peut sans doute parler de l'urgence à agir, et cette urgence à agir n'aura pas d'effet rapide. Et ça, je pense que c'est la grande difficulté de cette pédagogie. Mais pour revenir à ce que disait Jean-Marc, à qui je suis d'accord, c'est qu'on a compris quand même une chose, c'est que la science qui produit des connaissances produit aussi et surtout de l'incertitude. Mais c'est une incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne vous dit pas ce que vous devez faire des connaissances qu'elle vous donne. La physique nucléaire ne vous dit pas si vous devez faire des centrales nucléaires. Elle vous dit comment les faire. La biologie ne vous dit pas si vous devez faire des OGM. Elle vous dit que vous pouvez les faire. La climatologie vous dit ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Elle ne vous dit pas ce que vous devez faire compte tenu de ces connaissances. Et donc je pense qu'on est dans une société qui a besoin de débattre du type de compagnonnage que collectivement nous allons organiser à partir de ces connaissances. Sur les OGM, sur le nucléaire, sur la 5G, c'est toujours la même question. D'accord ? Et le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. Alors vous parlez des sociologues, il faudrait peut-être inventer une ingénierie sociale pour apprendre à débattre. Je vous rappelle que, c'est ma conclusion, le verbe débattre, c'est un très vieux mot de la langue française. C'est un mot du XIIe siècle. Qui veut dire quoi? Étymologiquement, il veut dire ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à se battre. Donc, débattre, c'est le contraire de combattre. Ça veut dire argumenter, discuter ensemble, pratiquer une politesse de l'esprit, refuser les arguments d'autorité, ça prend un temps fou, et c'est parfois emmerdant. Et on préfère, nous, le débat au sens moderne du terme, c'est les clashs entre personnes dont on connaît les positions opposées et dont on organise les confrontations. Et je pense que le débat au sens premier du terme, il faudrait trouver le moyen de le réorganiser, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le fait d'avoir une opinion, c'est paradoxal, mais le fait d'avoir une opinion dédouane de l'envie et de l'obligation de s'instruire de ce à propos de quoi on a une opinion. Moi, je suis frappé qu'autour de moi, mes amis qui sont contre la 5G ne savent pas ce que c'est la 5G. Mes amis qui sont pour le nucléaire, ils ne savent pas pourquoi on met de l'uranium dans les centrales. Je dis pourquoi on ne met pas du rubidium? Ah ouais, tiens, on devrait faire des centrales au rubidium. Ça nous changerait. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'avoir une opinion, c'est exactement le contraire de se forger une opinion. Forger une opinion, ça demande du travail, etc. Merci Étienne. La dernière des dernières questions, Pierre. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. On s'accorde sur le fait que ça va être le diagnostic qui va déclencher le changement, et donc qu'avant l'urgence d'agir, il y a l'urgence d'informer. Que la fresque du climat est un très bon outil pour le faire. Tout ça pour arriver à un petit ordre de grandeur. Je m'adresse à vous, Monsieur Jancovici. Aujourd'hui, on est 6000 animateurs de la fresque du climat. Vous avez une base de 300 000 followers, je crois, sur LinkedIn. Est-ce que vous seriez prêt à faire un appel à la mobilisation générale de messagers qui puissent relayer ces connaissances? Un appel général à quoi? À la mobilisation de tous les gens qui s'intéressent au sujet, qui sont déjà un peu informés, pour qu'ils puissent s'outiller et relayer ces connaissances dans toute leur sphère de vie, qu'elle soit familiale, professionnelle ou amicale. C'est-à-dire qu'ils deviennent tous animateurs de la fresque? Grosso modo. Ah, il ne faut pas avoir peur.
Je relaye assez souvent les initiatives de la fresque du climat, donc pour autant que je sois au courant en général, parce que encore une fois, je trouve que c'est une très belle initiative, quelque chose qui correspond à un vrai besoin. Ça coche beaucoup de cases. Tout à l'heure, on parlait de la question de la dynamique. Le fait de faire un jeu par équipe, ça rend les gens collaboratifs au sein de chaque équipe. C'est un truc vieux comme le monde, ça marche bien. Donc les gens s'entraident. Donc tout à l'heure, il y a une personne qui avait fait remarquer que les gens se passaient les connaissances dans le cadre du jeu, mais c'est normal, c'est la dynamique qui veut ça, puisque c'est un jeu par équipe. Donc au sein d'une équipe, les gens s'entraident. Sur la question au sein d'une entreprise, comment faire pour convaincre mes patrons et le reste, en gros, il n'y a pas de recette miracle, ça je peux vous dire, donc il faut du temps. Une entreprise, c'est à la fois une petite dictature et une petite démocratie. Il y a un truc qui est compliqué dans une entreprise, c'est que quand l'essentiel des collaborateurs commence à dire là, il faut s'occuper d'un problème, c'est de l'ignorer. Donc il faut diffuser jusqu'au moment où il y a suffisamment de monde en interne pour dire ce truc est important, donc il faut s'en occuper. Et à ce moment, nécessairement, il finira par se passer quelque chose au sein des instances dirigeantes de la boîte. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc, pour finir de relayer pour finir sur la question du relais, je vais finir par un truc que j'ai déjà dit. Par ailleurs, quand je dis c'est vachement bien la fresque du climat aux gens qui me suivent sur LinkedIn, je m'adresse pour l'essentiel à des gens qui sont déjà convaincus. Rappelez-vous que LinkedIn et les réseaux sociaux d'une manière générale, c'est du communautarisme pur jus. Donc, les gens qui viennent s'inscrire sur mon fil LinkedIn, ça fait partie au sein de la population française des gens du sous-échantillon à qui j'ai le moins à apprendre quelque part, ou qui ont. Alors, ils sont quand même importants ces gens-là parce qu'ils vont eux-mêmes être des relais, des ambassadeurs, etc. Plus ou moins facilement, c'est dans la limite de ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile de militer dans un cercle dans lequel il y a déjà quelque chose de collectif. Quand les gens sont déjà rassemblés par quelque chose, c'est plus facile. Donc là où je vais finir par ça, je pense qu'il y a un gros travail à mener qui concerne toutes les organisations militantes, et j'insiste sur le fait que c'est militant. Donc c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pas une vérité scientifique de vouloir s'occuper du changement climatique, c'est un militantisme. C'est quelque part accepter de ranger les problèmes dans un certain ordre plutôt que dans un autre. C'est ça. Eh bien, il y a une question à se poser qui est de savoir comment est-ce qu'on rend les gens intéressés par le sujet qu'on manipule, parce que une autre manière aussi d'éviter l'effet de gouroutisation dont on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir des gens qui conservent de la hauteur de vue et qui viennent en exerçant un esprit critique parce qu'ils ont un intérêt qui est fait comme ça. Bon. Et il faut favoriser ça. Voilà. Donc, pour finir sur la question très pratique, il m'arrive de relayer des initiatives de la fresque parce que, encore une fois, je trouve que c'est une action qui est extrêmement utile et pertinente et, à mon avis, assez efficace. Merci Jean-Marc. Donc, Cédric, un mot. Merci, oui. Juste une annonce. Donc, je profite. Merci déjà, Étienne et Jean-Marc, pour d'être intervenus aujourd'hui. Je voulais passer une petite annonce et profiter surtout à destination des gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. La fresque vient de lancer un financement participatif, un crowdfunding, dans le but de nous donner encore plus de moyens pour passer à l'échelle au niveau international. Donc, vous trouverez les informations sur le site internet et probablement également sur les réseaux sociaux en dessous de là où vous êtes pour l'instant en train de regarder sur YouTube ou sur Facebook. Le but pour nous, c'est de financer notre capacité à aller à Glasgow, à mobiliser du monde, à être présent sur place. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas un seul négociateur du climat qui n'ait pas vu au moins une fresque sur un mur ou qui n'ait pas eu l'occasion de jouer à la fresque ou de voir des gens jouer. Donc voilà un peu nos enjeux pour la suite. On a fait quelque chose d'extraordinaire en France grâce à toute la communauté, à tous les fresqueurs et les fresqueuses que je remercie. Et maintenant, le but, c'est de passer à l'international. Alors on est déjà présent dans une quarantaine de pays, mais il s'agit maintenant d'y rentrer par les institutionnels. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire à la COP, avec votre aide à tous, que ce soit en relayant, en finançant ou en rejoignant la communauté. Et du coup, Juliette, je te laisse conclure. D'accord. Alors moi, ma conclusion, c'est un grand merci à Étienne Klein et à Jean-Marc Jancovici, que je vais vous demander d'applaudir parce que vraiment, je pense que...
Voilà. Donc, c'était vraiment un plaisir d'avoir animé ce débat. J'espère que pour tout le monde aussi, enfin voilà, c'était passionnant, ça aurait pu encore durer des heures, mais le temps file et on passe à la suite. Donc merci encore et à bientôt, j'espère. Dans un quart d'heure, la conférence de presse. Hein. Donc ceux qui sont censés y assister, vous pouvez garder vos places ou aller faire un tour, mais revenez.